T'as fait ouin ouin ou pas sur l'arbitrage aujourd'hui? Ouin J'ai ouin. pas écouté tout. Ouais, Pas ouin. Non, je ça dis va. ce que je pense, il n'y a pas de ouin ouin, Ouais, y a pas de tout ça, ouin ouin. moi. Je dis ce que je Ça pense va comme d'habitude. On connaissait le Fergie Time où à peu près tous les mecs qui portaient un maillot d'United étaient capables de marquer dans le temps additionnel, qu'ils soient joueurs de foot ou même jardiniers d'Old Trafford. Et j'ai un peu l'impression qu'on commence à découvrir le Zerbi Time où à peu près tous les mecs qui portent un maillot du club adverse sont capables de marquer au Vélodrome dans le temps additionnel, qu'ils soient joueurs de foot ou neveu argentin d'Anne Hidalgo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Retour du Stade, un chiffre forcément symbolique. Et je ne parle pas des 13 millions de personnes qui nous ont à peu près mis leur petit recensement Spotify depuis hier. Merci à tous. Et je crois qu'on va commencer par tous les remercier un par un, les amis. Comme d'habitude, la fine équipe, Younes, Opti, Marwan. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien, les amis. J'abonde dans ton sens. Hein. J'ai eu pas mal de messages sur le flashback Spotify de l'année là. Et c'était super agréable. Super agréable parce que forcément, nous on parle, mais quand tu as le concret derrière avec des auditeurs qui eux te font ton retour, ça fait toujours super plaisir. Donc ça va très bien aujourd'hui. Younes, Très Opti, bien pareil, aussi. j'imagine. Ouais, très bien aussi. Mieux qu'à 4 jours à la fin du match contre Toulouse. Et effectivement, j'abonde dans votre sens également. Merci à tous pour vos différents retours. Et c'est vrai que de voir en cette fin d'année le traditionnel partage de Spotify et de voir qu'un podcast qui est né en septembre, fin août, début septembre, draine déjà autant d'habitués et puisse figurer avec même pas 3 mois d'existence dans vos bests de l'année. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc encore une fois, merci à tous et croyez-nous, ça nous engage à faire plus, mieux dans la durée. Ouais, salut à tous. Et comme tout le monde l'a dit, hein, ça fait plaisir. Je pense qu'on prend tous les quatre beaucoup de plaisir à faire l'émission et de savoir que ça procure du plaisir à des auditeurs, c'est que du bonheur. Donc merci à vous et on va continuer de faire ça bien. Alors, on recherche quand même l'auditeur ultime, peut-être qui peut se manifester en commentaire de l'émission. Pour le moment, moi, le plus que j'ai vu, c'est quelqu'un qui fait partie des 2% les plus fans. Mais ça veut dire qu'il y a encore une petite marge. On a sans doute un gagnant. Donc vraiment, que l'auditeur des auditeurs, l'auditeur of all time, se manifeste et on trouvera un moyen de lui faire une petite dédicace bientôt. Eh bien, écoutez, c'est peut-être avant de démarrer l'émission l'occasion de rappeler de nous suivre à peu près partout, que ce soit sur les plateformes audio. On a parlé de Spotify, mais du reste, je sais que ça, il y a pas mal d'abonnés quand même, enfin pas mal à notre échelle sur YouTube, et il y a de plus en plus de personnes qui écoutent sur YouTube aussi. Donc envoyez-nous vos récaps YouTube, on prend tous les récaps. Et puis aussi sur Twitter X où on va passer la barre des 1000. Alors au début je voulais dire pas de prochaine émission tant qu'on n'est pas 1000, mais on va peut-être pas non plus commencer à s'embourgeoiser comme ça en plein mois de décembre. Rien à ajouter sur l'intro, messieurs? Est-ce qu'on retire tout de suite le sparadrap toulousain? Allons-y. C'était parfait. Allons-y. On est un peu à froid. Je pense que ça fait du bien aussi. Je pense que si on avait fait l'émission dimanche ou lundi, elle aurait été peut-être un petit peu plus houleuse sur la première partie d'émission. On est obligé forcément d'y revenir. On a vu quand même pas mal d'analyses sur les dernières minutes de Toulouse. Je sais notamment que Coptit avait un peu recensé toutes les erreurs ou tous les petits manqués, tout ce qui était un peu irrationnel sur les 4-5 dernières minutes du match de Toulouse. Et il y en a une tonne. Alors ma question pour commencer, c'est parce que c'était un peu, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite chasse pour trouver un coupable à la fin du match, que ce soit au niveau du coach, au niveau des joueurs, au niveau des erreurs individuelles qui ont mené à la légalisation d'Hidalgo à la 93e. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher un coupable, messieurs? Oui et non. Ouais, bah vas-y au petit, hein. J'enchaînerai Je ensuite. vais répondre à ça en premier. Bon alors déjà on a le classique, on a les classiques scénarios alternatifs qui se pondent de tous les côtés avec si c'est lui qui rentre pas, si c'est lui qui rentre, si c'est ci, si c'est ça, et toutes les fins de match alternatifs. Et les gens les connaissent en plus. Ils ont les changements alternatifs et les scénarios alternatifs au cas où il y a ces changements. Ça, pour moi, c'est de la littérature et pas de la bonne littérature. Et après, t'es obligé de pointer. Tu disais les 4-5 minutes. J'ai dit les 4-5 minutes en vrai, mais c'est surtout les 2 minutes qui précèdent le but qui
qui me révolte à un point fou parce que je pense que Donc pour toi, c'est la dernière montée de balle et tout les deux, ce qui s'ensuit derrière avec Toulouse qui récupère et qui envoie devant. les deux en vrai, parce que t'en as une, t'as la remontée de balle où t'as Kondogbia que beaucoup ont pointé le choix. Après, t'as la frappe d'Højbjerg sur cette même action. Et t'as une autre action où c'est Aubameyang qui est trouvé et qui perd un ballon facile. Donc en gros, t'as les 3 joueurs les plus âgés sur le terrain qui te rendent des ballons facilement dans l'action qui précède le but. Et après, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut forcément trouver un coupable? Alors on peut désigner ces joueurs-là que j'ai évoqués, mais il faut aussi admettre un truc, c'est que leur but tient de l'irréel. Parce qu'une touche de 35 mètres reprise par un nain, euh, le placement de Rouli, le Kondogbia qui regarde, La c'est tête magnifique en plus. ouais, la tête elle est folle. En fait, on leur a laissé un mini espace pour s'engouffrer et ils se sont engouffrés. Mais la réalité, c'est que malgré les erreurs pointées de Kondogbia, Højbjerg et Aubame et tout, je pense que tu rejoues 15 fois à la fin de match, ils marquent la tête qu'une fois. Et le problème, c'est que c'est la seule fois qui compte, c'est celle où ils ont mis la tête. Donc c'est un match, c'est une fin de match qui fait plus mal qu'Angers parce que Angers en vrai tu mérites un peu de pas repartir avec 3 points. Moi ce match-là à Toulouse, je l'ai revu hier ou avant-hier, hier il me semble. Pour moi, c'est un match que tu mérites de gagner. La première est pas aussi faible que ce que les gens veulent bien dire. La deuxième est très bonne. Et voilà, tu t'es pris une tête par le fameux neveu d'Hidalgo, 1m72. Avant de parler des conséquences des 2 points perdus et ce qu'on peut en tirer, Marwan, Younes, aligné sur ce que vient de dire Opti. Aligné, oui. Après, avec quelques nuances. Je pense qu'il y a deux façons de voir la chose. Il y a soit on décrypte l'action qui amène à cette touche, l'action de la touche, mais on peut aussi parler de cette première période. Je pense que si tu fais une prestation un peu plus aboutie sur 90 minutes et pas seulement sur 45, parce qu'effectivement j'ai beaucoup aimé la seconde période, peut-être que tu n'es pas dans cette situation à la 94e minute. Donc ça, c'est une façon de voir la chose. Et la deuxième, c'est aussi, il y a des choses qui étaient pas compréhensibles. Opti a commencé à le pointer, le choix de Kondogbia, le fait qu'on ait rendu des ballons assez facilement dans les dernières minutes. Mais moi, encore une fois, on va peut-être dire que j'abuse, mais il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est que encore une fois, oui, les joueurs expérimentés, ils n'ont pas été au rendez-vous sur cette fin de match. Et Opti en a pas parlé, donc je vais me permettre de le faire. Mais moi, sincèrement, l'action de Balerdi, je la trouve lunaire en fin de match. L'action de Balerdi où finalement il se retourne du côté du presseur et derrière, alors qu'il a juste à la donner à Rouli pour finalement évacuer la pression adverse, alors que finalement il va se remettre dans la difficulté. Ensuite, CJ, que je ne comprends pas, à mon avis, se fait aspirer émotionnellement par le contact qu'il vient d'avoir entre Balerdi et je sais plus qui côté toulousain. Je trouve ça aussi lunaire de sa part. Et en fait, c'est des choses qui, quand tu les accumules sur l'action, tu dis, mais en fait, c'est deux mecs qui sont frais mentalement, c'est deux mecs qui viennent de rentrer, et les mecs n'arrivent pas à agir de façon un peu plus posée que les mecs qui viennent de faire 90 minutes sur le terrain. Et malheureusement, derrière, tu te prends un but où tu as une succession d'erreurs assez monstrueuses. Kondogbia qui n'est pas au marquage, Rouli qui la joue un peu en dehors de ses buts. Donc en fait, tu te dis à la fin, ouais, tu mérites de gagner, ça, y a pas de souci dans la production sur 90 minutes. Mais systématiquement, tu as quand même une variable structurelle qui est que tu as des individualités qui, à des moments donnés, pètent les plombs. Donc, est-ce qu'on doit analyser ça comme un épiphénomène ou comme, au contraire, une récurrente? Parce que si ça arrive à chaque fois, c'est que ça veut quand même dire quelque chose sur une partie de la façon dont tu gères tes matchs. Moi, je suis un peu partagé. Parce que à la fois, j'aime pas du tout les discours qui disent que voilà, Toulouse aurait dû mener 2-0, 3-0, nanani nanana, alors que c'est pas vrai du tout. Et que finalement, cette vision-là, elle est uniquement le produit du fait que, comme Toulouse, sur le papier, est bien plus faible que l'OM, on va surinterpréter leur poids offensif et à contrario, sous-interpréter celui de l'OM. Mais de l'autre côté, encore une fois, si à chaque fois c'est 2-3 frappes but, c'est qu'il y a aussi une raison. Voilà mon analyse là-dessus pour rester assez concis. C'est difficile de pas tomber dans la suranalyse de ce qui s'est passé sur la fin de match, à mon sens. Moi, le sentiment qui prédomine, et c'est toujours le goût que j'ai en bouche, même quelques jours après, c'est un sentiment un petit peu d'injustice, parce que
autant après Angers, on était sur une dynamique différente où pour le coup, on avait beaucoup plus de blessés, on avait une équipe qui était un peu plus sur les rotules avec ce match en milieu de semaine qui avait accouché de beaucoup de surprises en Ligue 1, etc. On pouvait un peu dépeindre ce contexte et se dire qu'on avait reculé, qu'on pouvait pas faire plus et qu'on a vraiment essayé de tenir au forceps. Là, sur ce match-là, je nous en veux particulièrement de vivre 4 minutes ou 5 minutes de temps additionnel avec uniquement +1. Je pense qu'avec uniquement une mi-temps, tu as suffisamment d'occasions, de situations que tu dois beaucoup mieux exploiter pour te donner une avance qui soit un peu plus confortable et ne pas te retrouver dans cette situation où tout s'écroule à dernière minute sur une touche de Toulouse. On était sur une semaine en plus où on a fait un spécifique touche entre Newcastle et Toulouse qui ont ces points-là comme une arme offensive. C'est pas comme si la touche tombait de nulle part. On l'a parfaitement travaillé. On a vu qu'il y avait un plan clair. Reprenez les touches de Toulouse sur le début de match. On voit bien que Rouli est amené à sortir très loin. Je comprends pas pourquoi sur cette touche-là particulièrement, il décide de mettre le plan en place et de se rétracter pour retourner dans son but. Pour moi, c'est ni fait ni à faire. Soit il reste sur sa ligne dès le début, soit il va jusqu'au bout de son idée et il sort complètement, mais l'entre-deux pour un gardien, c'est toujours terrible. Et après, avec un peu plus de recul, et aussi frustrant que ça puisse être, je me dis que cette équipe, t'as beau avoir autant de joueurs expérimentés sur la pelouse et dans ton effectif avec ce bon recrutement qu'on a déjà souligné plein de fois, la réalité c'est que le vécu collectif, ça s'achète pas et malheureusement, j'ai l'impression que tu ne puisses pas réellement tricher sur ça. Je repensais un petit peu au PSG à l'époque des débuts qataris où ils ont fait venir beaucoup de joueurs expérimentés, que ce soit Zlatan, Thiago Motta, Thiago Silva. C'est des joueurs qui individuellement ont beaucoup d'expérience, mais sur la scène européenne, le vécu collectif, ils ont jamais pu transiger sur le temps et l'avoir beaucoup plus vite que prévu. Et malheureusement, ces défaites-là, j'ai l'impression qu'elles s'expliquent surtout comme ça par le fait que cette équipe n'a pas de vécu collectif et que dans ces situations-là, dans les dernières minutes, t'as pas réussi à te mettre dans une avance suffisamment confortable et que t'es un petit peu à la merci de l'irrationnel. Parce que enfin, j'entends un peu ce que dit Marouane sur Balerdi. C'est vrai que si tu l'analyses comme ça, je peux aller dans son sens, mais enfin, si c'est pas Balerdi aujourd'hui contre Angers, Balerdi il est pas là, c'est toujours quelqu'un d'autre. L'ouverture du score de Toulouse qui est dans la situation comme contre Angers avec Aguerd qui est fautif sur les 2 buts, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est quelque chose qui est assez problématique et que ça arrive à des joueurs présupposés comme Aguerd aussi expérimentés et aussi bons, c'est que c'est pas anodin à mon sens et que c'est peut-être plus structurel que individuel. Donc voilà. C'est un peu tout ça qui se mélange. C'est pas une réponse particulièrement claire, mais je pense que c'est tout ce qu'il faut prendre en compte. C'est les différents facteurs, à mon sens, qu'il faut retenir de ce match nul un peu frustrant. Est-ce que du coup, vous êtes d'accord pour dire que une chose qui a un peu été demandée d'ailleurs à Mehdi Benassia, on y reviendra après dans le second sujet de l'émission, mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que contre Angers, t'as Ousmane Camara qui se retrouve au point de penalty et qui allume Rouli sous la barre après une succession de contres défavorables à la défense olympienne. Pourquoi contre l'Atalanta, il y a personne qui vient couper la dernière action italienne, quitte à faire faute très loin, même quitte à prendre un rouge ou autre. C'est toujours des petites bêtises individuelles qui ont des grosses conséquences malgré tout. Qui n'en auront peut-être pas si l'OM continue d'être ultra performant en championnat et qui se qualifie en à minima barrage de Ligue des Champions. Mais comment vous expliquez qu'à domicile, ces petites erreurs-là soient quand même assez récurrentes et créent viennent de demi-occasions adverses, voire partent de rien du tout, ou presque, et qu'on doive débriefer de ça toutes les 3 ou 4 semaines, parce que là j'en ai cité 3. Cette saison j'en vois pas d'autres. L'an dernier il y en a eu plus. On peut aussi parler de la dernière à Rennes, même si elle n'était pas à domicile, elle était à l'extérieur. C'est pas rare. Alors, est-ce que c'est le Vélodrome qui inhibe à la fin? Est-ce que c'est les joueurs qui prennent pas leurs responsabilités? On a parlé de mecs expérimentés. On a parlé d'Højbjerg, on a parlé de Kondogbia, on a parlé de Balerdi, on a parlé d'Aguerd, on a parlé de Rouli. C'est des mecs qui, normalement, quand tu mènes 2-1 contre Toulouse, et avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, ou contre Angers, même si, a priori, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 selon Roberto De Zerbi, mais c'est quand même pas des équipes sans qu'elles poussent véritablement chez toi, en plus.
Non, mais Ils arrivent à avoir une dernière c'est occasion. super intéressant. Après, je pense que la saison dernière n'est pas comparable à celle-ci dans les problèmes, parce que l'année dernière, je pense que tu as quand même un problème structurel qui était la qualité de ton effectif, notamment derrière. Cette Ouais, saison, c'est ça. tu es un peu mieux, même si évidemment il y a des choses qui peuvent se retrouver d'un point de vue tactique. Mais moi, je l'explique assez simplement. Je pense que, encore une fois, c'est un club qui se vit à fond, à 150%, et que sur certains moments, ça se paye. Tu as une gestion émotionnelle qui est assez à vif. Enfin, tu as quand même des personnalités assez fortes, que ce soit dans l'effectif ou dans les personnalités qui structurent le club, de Mendy Benassia, en passant par Pablo Longoria jusqu'à évidemment Roberto De Zerbi. Et je pense que c'est quelque chose qui se vit à 150%, et que dans les moments clés, parfois, ça te submerge. Parce que, encore une fois, si ça arrive à chaque fois, c'est qu'il y a une composante qui est structurelle. Et là aussi où ça se voit, c'est dans la communication des dirigeants, qui, à mon avis, est perfectible sur un certain nombre de points. On voit bien dans l'interview de Mehdi Benassia à RMC, quand on lui demande mais pourquoi est-ce que tu parles pas d'arbitrage, pourquoi est-ce que tu parles à chaque fois d'arbitrage, Mmh. lui répond mais en fait je me sens pas bien si je le fais pas. C'est comme ça, je suis Ouais. moi-même. Tu vois, On va en reparler on en juste reparlera. après de l'arbitrage. Mais par exemple, pour rester sur le match de Toulouse, et au-delà du tweet de Benassia, cette faute qui est réclamée, ou en tout cas qui sert un peu de couverture à la fin du match, moi je vous avoue qu'à vitesse réelle, je crie pas au scandale, parce qu'on en voit souvent des fautes comme ça. Alors là, elle est extrapolée parce que là, il y a vraiment les deux bras, parce que il y a vraiment aucune envie du Toulousain de jouer le ballon et qu'il est même un peu dépassé. Mais si c'est dans l'autre sens et que c'est Aguerd, Balerdi ou Pavard qui l'a fait et que c'est pas sifflé, Après, pardon, on la voit jamais cette faute aussi, de manière aussi flagrante, parce qu'il faut quand même être complètement stupide pour pousser un adversaire aussi fort et de manière aussi en plus. claire. Et pour filer ta métaphore avec si c'est Balerdi ou si c'est Aguerd, qu'est-ce qu'on dit de Balerdi si c'est lui qui fait cette erreur de pousser aussi bêtement et grossièrement un joueur? Je pense qu'il rentre plus à Marseille. Pour vous, il y a Vous faute? voyez qu'il y a faute, vous? Moi, Ouais, En fait, pour moi, honnêtement, c'est pas une situation qui me choque particulièrement et j'ai pas forcément envie qu'on s'attarde non plus trop là-dessus parce qu'en vrai, on va donner encore une fois l'impression qu'on cherche des excuses sur ça. Mais quand tu regardes au ralenti, en fait, c'est aberrant. C'est un geste qui n'existait pas parce qu'il est trop stupide pour exister. Personne ne fait ça. On peut pas Je pense pousser un même qu'ils l'ont adversaire pas regardé. Ils de l'ont pas manière. Mais regardé. c'est possible parce qu'à vitesse réelle, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est grossier et ça ressemble, comme tu le disais, à cette action où le latéral pousse un petit peu. Mais quand t'as le ralenti qui est pointé sur ça, bah, tu peux pas pousser un adversaire de manière aussi violente. C'est une intercation, là. C'est pas une Généralement, façon de le défendre. latéral est devant le défenseur, et devant l'attaquant. Ou enfin, c'est c'est Donum il est sur jamais l'action, c'est derrière ça? comme ça en train de pousser comme un fou. C'est Donum, hein, c'est Ben, ça, c'est même pas Ok, je t'ai latéral. coupé, pardon. moi, pour le coup, je suis au virage nord. Et ça se passe devant moi. Et honnêtement, on voit la poussette. Je me rappelle avoir regardé le mec à côté de moi en disant, oh, mais il y a péno, tu vois. Mais le problème de cette situation-là, en fait, ça fait un peu penser à avant la VAR. Je sais pas si, franchement, si vous avez refait des matchs d'avant VAR récemment. Moi, je me suis refait, par exemple, une image que j'ai en tête, c'est le OLOM 5-5. Il y a une action où Bafé Gomis, il frappe pour l'OL. Et post-tacle, il se fait découper et réclame rien. Et en fait, c'est ce genre d'action où, aujourd'hui, elles peuvent encore exister, mais il faut réclamer. C'est-à-dire que si Péchao se jette par terre et tourne en rond et en fait fait comprendre, il s'est passé un truc, fait temporiser un peu la relance au 6 mètres et regardez. En fait, je suis persuadé à 95% que au visionnage, tu peux pas dire il s'est rien passé. Mais si tu les pousses pas au visionnage, eh ben, le ballon sort, le ramasseur de balles, Ouais, ça se défend, ouais. J'ai un exemple sur ça, Opti, je crois que c'est OM Reims, si je me trompe pas, c'est le dernier match avant la trêve. Alors je sais plus quelle année exactement, mais on pourra trouver assez facilement. On a plutôt joué Reims en début de saison ces dernières années. C'est Dimitri Payet, pour le coup, dans les 5 dernières minutes du match, qui volontairement reste au sol et qui force par le fait de rester au sol, le fait que l'arbitre aille voir la VAR. Pour le coup, on obtient le penalty comme ça. Mais je suis convaincu à ce moment-là que si c'est n'importe quel autre joueur qui reste 10 secondes et qui se relève, la VAR n'intervient jamais. Là, c'est vraiment ouais, c'est la saison de une Sampaoli, c'est la dernière minute et c'est un penalty pour faire un partout, je crois. exactement une exagération vraiment grossière de Payet qui reste au sol et qui empêche le jeu de reprendre. Et c'est ça qui a conduit la VAR à intervenir à ce En fait, moment-là. c'est le genre de situation où le statut du joueur a un poids énorme, tu vois.
Honnêtement, si c'est Aubameyang qui subit ça et qui reste au sol, il y a penalty. Je suis persuadé qu'il y a penalty. Mais Peshao, il te dit pourquoi il n'y a pas penalty. Il te dit en fin de match, je suis pas du genre à réclamer aux arbitres. Ben ok, mec. Déjà que t'as fait un match raté, mais excuse-nous, mec. T'es trop grand pour réclamer des penalties. Il est gentil, Igor. Merci, mais excuse-nous, excuse-nous, Igor. Excuse-nous, Désolé. Tu sens sur son visage qu'il va jamais aller réclamer quelque chose. Alors que, comme le dit Younes, au ralenti, enfin, personne ne peut dire que c'est normal de pousser un mec comme ça dans la surface. C'est pas possible. Il l'a jeté par terre, mais Igor, il a dit non, je suis pas du genre à réclamer. Soit. Ben, voilà, merci. On réclame pas. J'évacue tout de suite la question parce que il y a eu, du coup, on a reparlé de la première période. Enfin, quand je dis on, c'est les réseaux et les médias ont parlé longuement de la première période en disant que finalement, peut-être que l'OM s'en sortait mieux que prévu avec 3 points, etc., etc. Marwan, je sais que tu as répondu il y a 5 minutes, donc je vais pas te reposer la question, mais Younes Opti, pour vous, c'est clairement 2 points perdus. Ah bah oui, incontestablement. Incontestablement. Et moi, ma plus grande frustration, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'injustice, il vient surtout du fait que j'ai le sentiment qu'on n'a pas reproduit les erreurs d'Angers. Tu prends l'exemple de Balerdi qui rentre autour de la 70-75e minute. Je regardais son positionnement moyen, pardon. Il est autour de la ligne médiane. Ça n'a rien à voir avec le bloc bas et le bus qu'on a pu prévoir. Dans son entrée, je vais continuer de parler de lui. Je l'avais trouvé très intéressant parce que j'ai trouvé très disponible dans le jeu court. On voit que l'OM a essayé de mettre le pied sur le ballon, de caler un peu plus de phase de possession et justement de ne laisser aucune arme à Toulouse pour essayer de nourrir l'espoir de revenir au score en leur laissant le ballon. Et même au-delà de ça, les derniers changements, je comprends qu'ils étaient pointés du doigt, mais honnêtement, ils arrivent à 90e minute. Pour moi, ça a plus la gueule de changement que tu fais pour casser du temps et pour donner des minutes à ton banc de touche qu'à une vraie volonté tactique de De Zerbi de vouloir changer quoi que ce soit. Enfin, et en plus, y a Emerson rien a qui demandé va à se passer sortir. En plus, les changements qui ont été pointés, c'était les changements. Aguerd devait sortir. Emerson a demandé à sortir. Effectivement, ça on nous l'a expliqué ensuite en conférence d'après-match, donc c'est encore moins lieu d'être après-match. Je fais bien de le souligner, Marwan. Mais ouais, c'est ça qui me frustre particulièrement. Et d'un côté, on en parlait avec Opti juste avant le début de l'émission aussi. C'est ce qui fait un peu relativiser sur le fait que Angers c'était une vraie erreur. Toulouse, t'as appliqué les correctifs et t'as quand même beaucoup de malchance. Il faut rester honnête malgré tout. Et j'ai bon espoir que maintenant on puisse garder un score à domicile. Et je pense que la marge de manœuvre de cette équipe, elle n'est pas d'apprendre à garder un score à domicile contre une équipe de ce calibre-là. La marge de manœuvre de cette équipe-là, elle est pourquoi tu te retrouves à +1, encore une fois. Et je pense que la marge de manœuvre elle est sur le fait que les matchs doivent être tués avant. Je peux entendre qu'on joue qu'une mi-temps sur 2, 3 jours après un match aussi intense que Newcastle. Par contre, il faut que ce soit la première mi-temps plutôt que la deuxième parce que tu dois tuer le match dans l'œuf et te donner un petit peu la marge de manœuvre pour récupérer sur le terrain, faire rentrer des joueurs qui ont moins de temps de jeu, etc. Donc mon exigence, elle se soucierait plutôt sur le fait de tuer ces matchs bien avant plutôt que d'apprendre à gérer un but d'avance contre un mid du championnat. Avec tout mes respects pour Toulouse. Moi, je trouve que c'est 2 points de perdus, mais ce qui me fait relativiser déjà, c'est qu'ils s'inscrivent dans une semaine où on bat Newcastle et que je pense sincèrement et qu'en plus Paris, on reprend un point sur Paris, pardon. Si au début de la semaine tu me dis on va battre l'OM, on va battre Newcastle Oval et se replacer sérieusement dans la quête du top 24 et que tu vas reprendre un point à Paris le week-end, je signe. Honnêtement, je signe. Et comme le dit Younes, j'entends que la deuxième mi-temps est meilleure que la première. Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Mais même la première, elle est un peu fade niveau occasion. Tu frappes 2 fois, tu frappes 2 fois. Je suis d'accord. Oui, je l'entends. 75% de possession, tu frappes 2 fois, c'est stérile. Ouais, mais par rapport à Toulouse est hyper bien préparé pour le coup. En vrai, c'est un match où tu peux construire ta victoire. Ils sont décimés, Toulouse. L'animation qu'ils mettent en place, c'est bien. Tous les deux pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ont bien préparé. Ils sont décimés de fou. Et en vrai, tu dois jamais te retrouver dans cette situation où tu tires que 2 fois contre une équipe à qui manque, je crois, 5 titulaires, un truc comme ça. Enfin, c'était terrible. Oui. Mais d'un autre côté, ils ont eu une occasion qu'ils ont parfaitement gérée. Ouais, et à mon avis, ils se sont préparés toute la semaine pour jouer à 30 mètres de leur but et essayer d'envoyer après, pour le coup, ce que dit Marwan, c'est qu'à mon sens, quand tu vois à quel point ils étaient aussi bien préparés, tu peux potentiellement imaginer que s'ils n'avaient pas été amputés d'autant de blessés, ils auraient pu te faire beaucoup plus mal en première mi-temps, tu vois, sur les transitions. Ils auraient pu te rendre stérile
et surtout te faire mal. Là, en soi, ils te rendent juste stérile. C'est une animation Ouais, mais tu défensive dois, mise en tu dois place, c'est très aspirer bien à mieux, travaillé, Younes. Tu dois mais aspirer à mieux. ils te Pourquoi? font rien. Non, Parce que, mais en fait, il y a, à la rigueur, si c'est juste un match comme ça, en fait, il y a des défauts que tu retrouves aussi de match en match. Sur certains mais, mois, certaines mais phases de jeu, en première période. C'est que tu as quand même une incapacité dans les zones axiales à apporter du danger. Et que t'es beaucoup trop tributaire de tes côtés. Alors, c'est pas un mal parce qu'à l'OM, t'as des ailiers qui sont des joueurs forts à l'OM, mais produire aussi peu avec ton milieu de terrain, moi, je trouve ça problématique. Après, encore une fois, moi, je suis d'accord avec vous. Là, on n'est pas sur le même scénario, sur la même physionomie que contre Angers. Et pour moi, l'OM mérite de gagner quand même, malgré cela, ce soir-là. Mais, pour avoir cette marge un peu plus dense, un peu plus favorable de ton côté, bah, tu dois être capable de produire plus dans l'axe. Et ça, pour le coup, Non, ouais, je suis désolé, pour moi, ça me paraît quand même en- criant. ça, t'as d'accord. Tu vois. T'as entièrement raison. Par contre, je pointerais peut-être pas le milieu de terrain parce que le match de Nadir, moi, je le trouve bon En et deuxième période, il est je pense mieux. que En première période, même en il... première même, mi-temps, moi, j'aime bien sa première mi-temps parce non, il récupère beaucoup de ballons, il essaie d'être très disponible, etc. Je trouve pas qu'il se cache particulièrement. Donc, Non, il se honnêtement, moi, cache pas, mais le truc, c'est qu'en fait, j'aime bien tout son il y a match. des choix qui, des fois, de sa part. Moi, je parle uniquement de la première période, parce que la deuxième période, elle est très bien de sa part. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Et moi, personnellement, je le mets même titulaire contre Lille ce week-end. Mais par contre, en première période, c'est vrai que des fois, il a des choix à retardement où il peut transmettre, il transmet pas. Il a même parfois des premières touches de balle qui sont problématiques. Mais encore, par contre, c'est vrai que c'est le meilleur du milieu de terrain sur la première période. Mais par contre, Ouais. il manque quand même structurellement. T'as pas de projection dans la surface, en fait, dans les zones axiales. Voilà, Tu c'est ça. vois? Moi, C'est ça le souci. c'est ça que je pointerais du Ouais, doigt c'est pour ça, le c'est coup. ça. C'est le manque de poids dans l'axe et je le soulignais déjà contre Newcastle. Pour le coup, la première mi-temps contre Toulouse est un parfait miroir de ça. La solution, on l'a de toute façon à domicile contre ce genre d'équipe, on le voit bien, c'est de passer en 4-2-4 et de faire rentrer Vaz à côté d'Aubameyang. Tu soulages beaucoup plus Aubameyang, tu as une meilleure version d'Aubameyang, tu as beaucoup moins de responsabilités qui lui sont imputées sur le fait d'occuper l'axe. Et tu disais que c'est pas un problème de passer de temps sur les côtés. Le problème, c'est que l'adversaire t'attend autant sur le côté, donc c'est difficile de créer des situations quand t'as un Greenwood qui est appris à 1 contre 2 ou 1 contre Oui, 3. mais le trait, il est forcé, Peshao qui n'est pas un Younes. joueur qui a fait. En fait, le trait, il est forcé là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils t'attendent sur les côtés parce qu'effectivement, ils identifient les menaces. Mais ils identifient les menaces parce qu'ils savent que dans l'axe, en fait, tu vas pas apporter grand-chose. Tu vois? Exactement, c'est ça, exactement. Et, C'est ça, et, c'est et, ça. et moi, j'aimerais te poser une question, même à petit Max, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une question de structure? Parce que oui, quand tu passes en 4-2-4 avec Vaz devant, pour moi, c'est le game changer, même si Vaz, on ne le voit pas beaucoup. Le simple fait qu'il soit là, ça en libère beaucoup sur le terrain. Mais est-ce que pour vous, c'est vraiment une question de schéma ou de mentalité? Parce que pour moi, un mec comme Nadir, il est capable de se projeter, par exemple, en première période. Un mec comme Gomez, logiquement, il est mais, capable de se projeter. Pour moi, c'est, mais Ouais, après, je sais la, pas, la juste en vérité, une phrase, j'ai pas la en réponse, une hein, je phrase pose la avant de question, laisser, hein. avant de laisser Opti, mais pour le coup, c'est pas qu'une question de structure, dans le sens où la structure, elle t'aide juste à faire exploser le verrou plus vite. Si tu restes dans ta structure habituelle avec une seule pointe, pour le coup, et que t'attends de tes milieux de terrain qui se projettent, il y a quand même un équilibre à avoir. En première mi-temps, il y a aucune raison de partir à l'abordage et d'arroser la défense de Toulouse, parce que pour Non, le il y a un coup, là, juste tu pourrais être milieu. en difficulté à la perte de balle. Mais tu peux entendre que sur un match comme ça, tu prennes le temps de construire ta victoire. Et on l'avait vu, pour moi, Metz, c'est la meilleure illustration de l'expression construire sa victoire, où tu sais que tu vas avoir un bloc bas, tu sais que tu contiens plutôt bien l'équipe adverse quand il récupère le ballon et que t'es pas mis en danger. Tu peux te permettre de faire circuler un peu plus que de raison jusqu'à trouver la brèche. Et tu sais très bien qu'une équipe comme ça, c'est compliqué pour elle, c'est de défendre comme ça dans la longueur, et que tu travailles en première mi-temps pour récolter les freins en deuxième mi-temps. En Mais fait, je laisse au petit je répondre. pourrais être d'accord avec toi, après je laisse au petit enchaîner. Si on avait tiré plus de fois que 2 fois dans le match, et surtout si on n'avait pas été forcé de changer d'animation parce qu'on voyait qu'on était stérile dans celle-ci, tu vois. Et le truc, c'est que, oui, évidemment, faut pas partir à l'abordage, mais le truc, c'est on l'a vu plusieurs fois cette saison. C'est que souvent, t'as du mal à apporter du danger dans l'axe, et derrière, tu dois apporter des changements tactiques pour faire autre chose. Alors que, moi, je pense qu'avec cette structure-là, on devrait être capable d'apporter plus. Je sais pas ce qu'Opti en Est-ce que pense, c'est pas mais une je suis histoire curieux de de... profil aussi? moi, franchement, c'est pour ça, tout à l'heure, je voulais dire que le match m'énerve moins que les autres. C'est que, franchement, le match est, même la première, et je vais choquer parce que je vais dire que c'est mieux que des victoires. Je préfère le premier mi-temps et même le match au global que le match contre le Havre, que le match contre le PFC. Euh, En fait, tu finis à 5 buts ces 2 matchs-là, mais c'est parce que tu te retrouves à mener et que tu arrives à enchaîner direct dans la foulée et qu'en face, ça se découvre. Mais entre le match de Toulouse et le match du Havre, je pense qu'il y a très peu de choses pour que tu finisses avec autant de buts marqués contre Toulouse. Mais pourquoi choisir? Moi, Pourquoi choisir? non, en fait, pourquoi choisir? Moi aussi, il y a un facteur, je crois que c'est contre le Havre ou Greenwood en met 4, c'est ça. Greenwood hier, pardon, hier parce que je l'ai revu hier, mais Greenwood contre Toulouse, il est pas en jambes.
Moi, déjà, je l'avais pas trouvé très en jambes contre Newcastle. Je trouvais qu'il y avait 4 coups de patte, mais je l'avais pas trouvé sensationnel. Contre Toulouse, c'est pareil. Et t'as un autre joueur qui va certes réussir à marquer le but de l'égalisation, mais t'as un Peshao qui est extra faiblard sur ce match-là. Donc, quand t'as Peshao faiblard, un Greenwood pas des plus grands soirs, que Gomez sort à la Après, mi-temps. Toulouse et Newcastle, c'est quand même bien plus fort que le Havre pour défendre, surtout dans les zones axiales. C'était quand même vraiment bondé, Newcastle et Toulouse. Et maintenant, les adversaires comprennent qu'il faut faire une prise à 3-4 sur les ailiers de l'OM et il se passera rien, tu vois. Franchement, c'est pas tant que ça, hein, parce que Peshao, il a des ballons, Greenwood aussi, mais c'est des mecs Ouais, qui mais ils ont enchaînent dans les beaucoup. pieds. Peshao, tu le recrutes pas pour qu'il t'élimine 3 mecs. Peshao, tu le recrutes pour qu'il attaque l'espace libre et il allume le gardien. Là, moi, j'ai vu peu de situations où Peshao et Greenwood avaient un 1v1 à gérer. C'est à chaque fois du 1v2, 1v3 très rapidement quand ils démarraient. Tu vois. Moi, le problème, c'est que les ailiers, on leur demande de faire la différence en Ouais. partant, en partant arrêté. Or, tu as des profils Greenwood est capable de le faire parce qu'il est excellent, mais Peshao, je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire. Tu vois. Mais Mais du c'est coup, bien ça le question, problème. est-ce que là, l'OM est pas aussi emmerdé par rapport au profil des blessés? Ben, C'est-à-dire, Tu penses à un moment Ça, donné, Aubame, il en claque régulièrement, donc on reviendra pas enfin, on va et pas pour le ouvrir coup, un il a été dossier bon. Aubame. Au-delà Et du, pour le coup, au-delà de tu vois, souvent avec Younes, on s'écharpe un peu là-dessus, ou même avec Marwan. Pour le coup, dans ce match-là, il a très peu de déchets, et on n'est pas dans les matchs d'Obama où il est vraiment un Non, il est bon, il est poids dans bon. les relais et tout. Il est Il a bon. été vraiment bon, il fait la passe D, mais comme tu dis, il a Thiago qui est blessé. Ahmed Bah, Traoré, forcément. Gouiri, bien sûr. mais Corée, Gouiri, Gouiri. Medina, parce que Mais Medina, dans cette configuration, bien sûr, non, au-delà c'est un même de manque immense. titulaire ou pas. Déjà, tu peux imaginer qu'il soit titulaire, et Et surtout sur que la c'est fin de pas Ken match. Riley qui rentre défenseur gauche si c'est Medina. Ouais, et au-delà de ça, dans ce que lui insuffle par la grinta qui dégage enfin, vraiment son côté caractériel très fort, c'est le genre de leader qui peuvent t'aider réellement sur beaucoup de matchs de Ligue 1 à domicile où tu as Ouais, envie ouais, largement. de mettre un verrou sur l'adversaire, de mettre une grosse pression. C'est sûr que les profils de blessés qu'on a nous aident pas. Malheureusement, on peut pas déplorer ça chaque semaine au risque d'être redondant, mais c'est une réalité, bien sûr. Ouais, clairement. Et dernière question sur Toulouse, sauf si vous avez derrière d'autres choses à évoquer, mais quand on regarde un petit peu, quand on fait le bilan, là, l'OM a 2 matchs nuls sur les 15 premières journées. C'est Angers-Toulouse, deux scénarios qui se répètent au Vélodrome. On a les 2 défaites, mais j'ai pas très envie d'en parler d'août parce que pour moi elles sont pas représentatives de ce qui se passe après. Mais tu as quand même très peu de matchs où tu laisses passer des points. Il y en a quand même. Les autres ne vont pas beaucoup plus vite. Alors, est-ce que c'est parce que l'OM et le PSG vont pas assez vite que Lens est là? C'est un vaste débat qu'on n'aura pas ce soir, mais Ah peut-être. bah pourtant, c'est une Euh, excellente remarque, Max. Moi, je suis désolé, moi je l'ai mauvaise quand je vois Lens premier en Ligue 1 aujourd'hui, hein. Parce que même avec les blessés, le calendrier de l'OM, bah, je suis désolé, hein, je regarde l'effectif de Lens et je regarde ce qu'ils produisent. et Bah, bravo ça à manque. eux, hein. Bravo à eux, c'est super ce qu'ils font. Bravo à Il n'y eux. a pas de souci. Mais Mais surprenant. on ne va pas redire comme sur la saison Tudor, non, mais il faut pas calculer Lens, c'est une saison qu'ils referont pas. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, on a le droit Bien d'avoir sûr. un travers de la gorge, Angers, Auxerre, enfin pas Auxerre, pardon, Angers, Lens, tous les matchs sur lesquels Mm. tu as perdu des points cette saison, Et, c'est problématique pour moi. Enfin, problématique. Il y a des coefficients à mettre, hein. Pour moi, tu dois et l'avoir un peu en travers. je vais du coup finir ma question, mais tu as déjà commencé d'y répondre sans le savoir. Est-ce que ces petites opportunités manquées, c'est les aléas d'une saison pour quasi tous les clubs, hormis le Bayern, le PSG, etc., qui extra dominent leur championnat? Ou est-ce que, attention, ça peut devenir problématique à long terme? Alors, on n'est pas à la 34e journée et j'ose espérer qu'on se dira pas, ah tiens, la tête d'Hidalgo, tu te rappelles, ça nous enlève 2 points qui nous permettent. Mais est-ce que on considère ça comme des aléas, un peu comme ce que tu disais Younes tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le passage obligé pour apprendre, pour obtenir du vécu collectif, etc. Ou est-ce qu'il faudrait quand même que ça s'arrête à un moment donné, parce que même si c'est des aléas de saison et que l'OM n'est pas calibré pour gagner 34 matchs sur 34, à un moment donné, ça fait quand même des points que tu laisses en route, et même s'il y a un trou avec les 4, 5, 6, bah déjà t'as pas de trou, t'as pas de marche par rapport à Lens, et en plus t'es toujours derrière Paris, qui, alors on n'est pas magicien, hein, on n'est pas visionnaire, on sait pas ce que va devenir leur deuxième partie de saison, mais en tout cas, au tenter,
t'es quand même derrière Paris qui fait pas une super première partie de saison. Bah, il y a Ma plus question de était chances très pour longue, mais je pense que vous avez saisi l'idée. ouais, en fait, quand tu regardes le rythme de Paris, moi, j'ai bon espoir que ça soit un peu la même limonade toute la saison de leur côté. Parce Parce que que Moi Paris aussi. a 2 points par match, hein, attention. Hein. oui, non, C'est Ouais, mais extrêmement faible pour eux. Hein. il- pour je regardais, il leur manque 4 points par rapport à l'an dernier sur les mêmes temps de passage, et l'OM est ISO avec l'an dernier, on avait 29 points déjà à pareille époque au bout de 14 journées. On a plus de buts marqués cette année et moins de buts pris, mais on est dans le temps de passage de l'an dernier. Parce que du ouais, coup, il faisait plus de nuls et moins de défaites l'année dernière, Paris. C'est peut-être un peu Exactement. Ouais, ça, trop. Ouais. ils avaient fait 4 nuls l'an dernier, je crois, alors que cette année, il y a 2 défaites. après la comparaison à l'instant T, j'entends que on est au même rythme que l'année dernière, mais honnêtement, l'année dernière, je pense qu'au même stade de la saison, on a beaucoup plus de points bien gentils, alors que là, honnêtement, là où l'année dernière, je me dis franchement, on est bien payé, cette année, je me dis, il manquait pas grand-chose pour être à... Et tu vois, les gens, ils te disent 4... Tu vois, on évoque que les 2 points d'Angers, les 2 points de Toulouse, mais je me dis, il manque pas grand-chose pour qu'on soit à même 6, 7 points de plus, tu vois, parce que, Bien sûr. tu vois, Marwan, tu disais ça me dérange de voir Lens devant. En fait, moi, ça me dérange juste quand tu prends leur match, parce qu'on n'a aucune influence sur les résultats de Lens hors confrontation directe. Donc moi, je m'imagine juste avec la victoire à Lens qui était possible, qui était largement envisageable, et t'es premier, et Lens est à 5 points derrière toi, du coup, si tu inverses les résultats. Ouais. Donc Ils là, font on moins est. 3, tu fais plus 3, ouais, ça doit être ça. Donc franchement, c'est frustrant. Pour moi, ça reste un bon début de saison. Et là où je le trouve bon, c'est que je me dis qu'il y a de la marge. Alors que l'année dernière, j'étais bien plus inquiet sur les perspectives que sur les perspectives que cette année. Cette année, je me dis que toi, tu peux tourner encore plus fort et que Paris peut rester dans ce faux Mais rythme de top équipe. pourquoi est-ce que, en fait, pourquoi est-ce que tu dis que Paris peut rester dans ce faux rythme alors que eux aussi sont décimés par les blessures, ils n'ont pas eu de prépa et que tu peux te dire le contraire en fait, ils vont récupérer Dembélé progressivement, ils vont récupérer un certain nombre de joueurs et physiquement ils vont Dans monter en quel état? puissance, tu vois. C'est justement c'est ça la nuance, c'est enfin c'est compliqué de se dire qu'ils vont monter en puissance sans prépa, sans rien, ils vont quasiment Ben, pas arrêter. justement, pourquoi supposer entre guillemets le statu quo pour Bah parce Paris? que justement pour moi Attends, il y a plus de chances. je termine juste, Pardon. c'est qu'en fait, pour l'OM, tu peux te dire, bah ouais, bah Ahmed Junior Traoré, on sait pas s'il va revenir un jour. Tu vois, tu vois. Mmh. Gouiri, on sait pas dans quel état il va revenir. Kondogbia, on sait pas combien de temps il va tenir. Medina, on sait pas combien de temps il va traîner sa blessure. Il y a une rechute. Il va sûrement revenir, mais dans quel état aussi? Parce qu'il va devoir se réathlétiser. En fait, le truc, c'est que si on suppose que Paris, ça peut rester comme ça toute la saison, on peut aussi se dire pareil pour nous. Tu vois? Bah en fait déjà la différence principale c'est que toi tu as une prépa, tu as des joueurs qui sont moins carbo que ceux de Paris, tu as des joueurs qui mentalement ont beaucoup plus d'appétit que les Parisiens qui ont tout gagné l'année dernière et on sait que les saisons post euphorie sont un peu dures à digérer pour tout le monde. Je me projette même pas en plus avec c'est ça le lapsus, ta question est intéressante dans ce sens-là, c'est que en vrai quand je projette Marseille en étant mieux, comme le disait Opti, je me projette même pas avec Gouiri, Ahmed Traoré, on a tellement d'incertitudes qu'en vrai dans mes considérations, je les prenais même pas en compte parce que comme tu le dis, on a aucune certitude qu'ils vont bien revenir, combien de temps ça va prendre, etc. Mais ce que je te disais, les différences principales, c'est la prépa, le fait que ton vestiaire est la bave aux lèvres, ça on le ressent, il y a pas grand-chose à dire là-dessus, alors que Paris est dans une phase un peu de digestion et a le ventre bien repu. On ne sait pas s'ils vont retrouver l'appétit d'ici la fin de saison, c'est une interrogation. Et surtout, la différence principale à mon sens, c'est que toi, si on s'en fie un petit peu aux trajectoires respectives des clubs, tu as une fin de saison où tu vas jouer un match par semaine pendant au moins 2-3 mois, et on espère le moins de temps Tu me possible, vois pas gagner la là Ligue où des Paris, Champions, Younes. peut-être pas cette année, mais là où Paris est forcément amené à avoir des semaines comme on a vécu depuis septembre et octobre, on a vu que c'était très dur d'enchaîner, ça va durer un peu plus longtemps pour eux et c'est pour ça que je suis Mais est-ce que t'as moins pas moins de optimiste. marge aussi que le PSG? Bien Eh, sûr. Non, franchement, sur les t'as moins de blessures, marge, ouais, je mais suis pas sûr parce que Paris, dès qu'il y a un ou deux absents, en fait, le gap entre l'équipe type et les remplaçants, alors le remplaçant, ça reste toujours un joueur de luxe par rapport au standard de la Ligue 1, mais quand t'as pas Nuno Mendes et que c'est Beraldo à gauche ou qui c'est qui démarre à gauche quand il n'y a pas Beraldo, euh, Lucas Hernandez. c'est Hernandez, Hernandez. ça reste à l'échelle de la Ligue 1, c'est des top joueurs, mais le gap avec Nuno Mendes,
Enfin, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche sur la planète. Et même à l'échelle de tous les latérales gauche que j'ai vu, de tous les latéraux gauche que j'ai vu, il est très bien classé. Donc le gap, quand il y a ses absents, il est énorme. Et comme le dit Younes, là, on parle d'une saison de décompression. Mais j'ai envie de te dire, à part Luis Enrique, qui est le commandant de bord et qui a envie de marquer l'histoire et qui est un passionné de football comme tous les entraîneurs, au Paris Saint-Germain, je pense qu'ils en ont tous ils en ont un peu rien à taper de la saison. À l'échelle t'es du dur, club, là. T'es dur. Moi, je pense à que l'échelle, Moi, je vais dans à ce sens. retard à l'allumage, regarde, oui. attention. On parle pas du Real Personne Madrid, parle de les Paris. gars, là. On parle pas du Real Madrid, le PSG. Non, mais Je pense personne qu'ils ont parle une de Paris, moi, je exigence trouve. bien plus haute que la nôtre, déjà. Une exigence personnelle dans les résultats plus haute que les autres équipes. Je suis pas d'accord avec ça, Et il y Max. a, par contre, juste une petite nuance, c'est que, mais ça va concerner aussi des mecs qui sont chez nous. Tu vas avoir des joueurs à la CAN ou des joueurs blessés à la CAN, etc. et dans quel état ils vont revenir, etc. Mais surtout, Achraf Hakimi? Non, pardon. Je pensais que tu parlais des Marseillais. bah, notamment, hein. S'il se blesse en finale à la 90e minute, c'est pas grave, hein. Au contraire, voilà. même. Bah après, c'est chacun. Je vous laisse tenir vos propos là-dessus. Non, Mais il y a aussi la Coupe du Monde. Et je pense qu'à partir de mars, inconsciemment dans la tête de tous les mecs, et eux ont beaucoup d'internationaux, mais nous aussi. C'est que si le mollet tire, est-ce que tu as vraiment envie de jouer ton match dégueu contre, je sais pas si t'es un club, mais le vendredi soir ou le truc. À Marseille, j'ai envie de penser que oui. Hein. À Marseille, ça, par contre, j'ai envie de penser que oui. Payet l'a fait en 2018. Hein. Mais c'est même pas ça. C'est un truc que j'allais évoquer. C'était là où la Coupe du Monde est dans 3 mois en mars. Pour les Parisiens, elle est là dans 3 mois, sans aucun doute. Vitinha, il joue pas sa place à la Coupe du Monde sur les 3 derniers mois de compétition. Un Arthur Vermeeren à l'OM, s'il veut aller à la Coupe du Monde, faut qu'il brûle tout. Ouais, mais Vermeeren, c'est pas Vitinha. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des Parisiens en rythme de croisière, ça marche sur la Ligue 1 quand même. Et en plus, il y a une variable en plus, c'est que le PSG a l'oseille pour se renforcer mercato divers, que je pense qu'ils vont faire un petit peu. Tu vois, chose que toi t'as pas. Vermeeren, Pavard, enfin t'as quand même 2-3 mecs qui sont qui sont pas sûrs d'être dans les 23 de leur sélection et qui vont a priori quand même jouer beaucoup sur ces 6 derniers mois. C'est ça que je te dis. Qu'à Paris, tu n'as pas. C'est là où toi, les mecs vont jouer leur place à la Coupe du Monde. Eux là-bas, ils sont déjà en Coupe du Monde, tu vois. Donc après, je suis supporter de l'OM. Mon blaze sur Twitter, c'est optimiste. Forcément que quand j'envisage le sud de la saison, j'envisage avec tous les voyants en vert de mon côté, tous les voyants en rouge du leur. Et de toute manière, pour que l'OM soit champion, tout comme il le faut pour que Lille l'ait été, bon Monaco même pas, parce que Monaco c'était une machine de guerre. Autre chose, ouais. Avec on placera, enfin, tu vois, dans l'effectif de Monaco à l'époque, il y a 6 mecs qui ont été dans le top 10 européen dans les années qui suivent. Je pense pas que dans l'effectif de l'OM à l'heure actuelle, il y en ait autant, tu vois. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Allez, cite des noms. Je pense qu'on a tous les mêmes, tu vois, Greenwood, Vermeeren, Murillo, non? Bon, là, Max, il est bien lancé, là. Il avait dit O'Reilly juste avant. Quoi, pas O'Reilly au petit? Ouais. Peut-être. Qu'il essaie, peut-être. Courage. Non, mais ouais, vas-y, continue, on te troll. Vas-y, je t'en prie. Mais donc, du coup, forcément, j'imagine la suite pour que l'OM soit champion, il faut que tous les voyants soient verts de notre côté. Et il faut que justement, les matchs comme Toulouse, ils t'échappent pas, tu vois. Et pour moi, ça tient aussi à ça. Ça tient à l'impalpable du football parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, ce match-là, s'il n'y a pas la touche, ça choque. Enfin, on dit ça à chaque fois au petit. Enfin, regardez dans le podcast, à chaque fois qu'on parle d'un contre-résultat de l'OM, à chaque fois on parle mais quand même, il gagne le match. On avait le débat pour Lens, on avait le débat pour d'autres matchs. Ouais, mais regarde, Merwan, quand même, ce match-là, tu le rejoues 10 fois, on gagne 9 fois. À bout d'un moment, ça devient récurrent, les gars. Moi, Lens, faudrait réécouter le podcast de l'époque, mais moi, j'ai sûrement pas dit ça pour Lens parce que moi, Lens, déjà, je trouvais qu'on en faisait trop sur les 30 premières. Et la suite du match, je l'avais trouvé mauvaise, tu vois. Genre, les matchs, les 2 points contre Toulouse, pour moi, on les a fait tomber. C'est pas des points qu'on méritait pas, genre, ou qu'on pouvait ne pas mériter. On les avait et on les a fait tomber et voilà. Et un joueur. Ouais, après, au-delà de ça, ce qu'on peut appeler le relativisme, entre guillemets, Marwan, pour ce que tu dis, c'est aussi le sentiment que tu vois que le club avance dans la bonne direction. Encore une fois, j'insiste sur ça, mais à Angers, enfin, si tu prends Angers-Toulouse, t'as pas fait les mêmes erreurs que contre Angers. J'aurais été beaucoup plus agacé si on avait répondu le même match que contre Angers. Et là, je t'aurais dit oui, on va chercher des excuses.
faut se dire les choses, ça va pas. Là, honnêtement, Non, Angers, personne dit que ça va pas. le- Là, Angers, là, tu on est en m'as train pas de... dit en première, hein. non, bien sûr, en fait, tu vois bien que, a priori, t'apprends de tes erreurs. Et pour moi, tu restes encore dans une phase de la saison, pour le coup, où tu construis un petit peu tes succès d'avril-mai. Et je trouve que dans cette optique-là, on avance quand même dans la bonne direction et on est sur un bon chemin. Mmh. Avant de reparler Ligue 1 juste après et d'évoquer le match de demain soir, du coup, petite parenthèse média et petite parenthèse Mehdi Benassia qui est passé, c'était il y a quoi, 48 heures maintenant? Ou c'était hier? Je sais plus. 48 heures, c'est ça. J'ai perdu un peu la notion du temps ces derniers jours. 48 heures, il a passé 2 heures chez nos confrères d'RMC pour parler de tout un tas de sujets. On va revenir un petit peu là-dessus. Confrère, non, pas confrère en plus, enfin, chez RMC. Chez Il est RMC. passé chez RMC, voilà, je pense que ça suffit. Première question, et c'est une double question. Déjà, est-ce que c'était nécessaire pour vous, à ce moment-là de la saison, après Toulouse, enfin, est-ce que le timing est bon, entre guillemets? Et deuxième partie de la question, est-ce que si c'était nécessaire, le choix du média et de l'émission est le bon? Quand par Younes, par exemple. Alors, est-ce que c'était nécessaire? Oui. Est-ce que c'était le bon timing? Pas nécessairement. J'aurais peut-être pas forcément appelé à ce moment-là. Après, très honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé l'interview. J'ai trouvé Benarritia très clair dans ses propos, dans sa vision, son explication du projet, ses explications sur les premiers mois de compétition également. Personnellement, je suis très content en tant que supporter d'avoir un directeur sportif aussi clairvoyant, aussi transparent et aussi euh, passionné par ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il dit, ça transpire la passion, et dans tous ses propos, ça transpire la passion. Donc, je me sens très bien représenté par Mehdi. Après, est-ce que c'est le bon média? J'ai envie de dire, si tu veux parler à tout le monde, tu parles au média numéro 1 sur le foot, et les statistiques sont formelles, c'est RMC qui tient la corde. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives autres que RMC. C'est une chaîne qui, en plus, a un traitement assez particulier avec toi. Pour le coup, on voit les capsules régulièrement arriver sur les réseaux. Je pense qu'ils en jouent aussi un petit peu. Donc, c'est aussi bien d'aller sur cette chaîne-là, de clarifier tes propos, de prendre un peu quelques incendies, et surtout dicter aussi un petit peu le tempo Mmh. de leurs analyses, je pense. Et je trouve que Mehdi était très bon dans l'exercice. Marwan, même question. On rentre pas dans le contenu, juste timing, opportunité et Franchement, choix du média. j'ai rien à ajouter. Younes était impeccable sur l'analyse. Rien à ajouter là-dessus. Franchement, très Si très bon. on reprend juste rapidement les débats et en tout cas les thématiques qui ont été abordées pendant une quasi 2 heures. D'ailleurs, on vous conseille d'aller l'écouter plus que de nous écouter nous parler de l'interview, hein. Ça vous permettra déjà d'avoir votre propre opinion de tout ça. Mais pêle-mêle, il y a eu la CAN, il y a eu Toulouse, il y a eu l'objectif en Ligue des Champions, il y a eu la compétition avec le PSG, il y a eu le mercato à venir. Il y a eu forcément, et on y est revenu, c'est un peu le passage obligé, je pense, jusqu'à la fin de l'année ou presque, le procès un peu Adrien Rabiot, Jonathan Rowe, qu'est-ce qui s'est passé? Un gros focus de Zerbi, je pense qu'on va y revenir juste après. Les jeunes, l'arbitrage obligatoire, et je crois qu'on a à peu près fait le tour. C'est quand même toutes les thématiques ont globalement été traitées. Avant qu'on rentre vraiment dans du contenu très précis ou dans des réponses très précises, déjà, je sais qu'on a tous écouté en entier. Est-ce que vous avez été convaincus? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice de style? Et je vais laisser au petit répondre. Juste avant, sur l'arbitrage, parce que Mehdi souffre déjà beaucoup de ça, on va juste dire que c'est RMC qui a tenu impérativement à aller sur le Alors, terrain de l'arbitrage. Mehdi n'avait pas prévu d'en parler, pour le coup, et c'est tout ce qui était abordé. Après, je suis pas sûr que c'était. D'ailleurs, je pense pas qu'elle est. Autant des fois, tu sens qu'il y a quand même des choses qui sont un peu drivées en amont, où tu sens qu'il y a certains sujets qui sont mis sous le tapis volontairement ou de façon presque induite entre les intervieweurs et interviewés. Là, autant j'ai trouvé Benassia extrêmement bien préparé sur tous les sujets, autant je suis pas sûr qu'il a pris un grand plaisir à répondre à tout et à toutes les thématiques pendant 2 heures non plus. Mais
c'est aussi je pense le jeu et c'est aussi pour ça que c'était peut-être bien d'aller chez RMC, c'est que tu sais que Riolo, tu sais que Bribois, Walid aussi un petit peu par moment vont aller Jean-Louis Tour, c'était très, très frontal, mais vont tous aller te chercher sur des trucs où t'as pas forcément envie de parler ou sur 2 ou 3 petits moments où t'étais pas forcément, au meilleur de ta forme quand t'as parlé. On reviendra sur l'arbitrage. Ils ont parlé du tweet un peu énigmatique là, dont on a parlé tout à l'heure, après Toulouse. Je suis pas persuadé que faire 5 minutes sur le tweet, de Toulouse, Mehdi en avait très envie. Mais au moins on a été le chercher aussi, là-dessus. Opti, je te laisse la parole. Heu, Désolé de t'avoir coupé. non, pas de souci. Pour revenir aux 2 questions de base, je crois que c'était est-ce que le timing et le choix de la radio était Mmh. bien? Déjà le timing, je pense que c'est le seul où il est sûr d'y aller plutôt confortablement. S'il y va après Lille ou après l'Union Saint-Gilloise, après tu vois, moi j'espère des bons résultats, mais si les résultats sont mauvais, il y va, enfin, je pense qu'il annule l'interview, qu'il y va pas. Parce que là, il y va quand même dans un fauteuil. Certes, il y va après le nul contre Toulouse, mais il y va surtout après la victoire contre Newcastle. Il y va avec l'OM qui a plus de 2 points par match en Ligue 1 et un OM qui est en course largement, qui est plutôt en ballottage favorable pour sortir des 24. Donc je pense que le timing est bon. Et le choix du plateau, est-ce qu'il a autre chose, tu vois, comme fenêtre d'expression dans le paysage médiatique français pour avoir 2 heures pour évoquer les sujets en large, en long, en large, en travers. Moi, j'ai écouté l'interview, j'ai trouvé, déjà j'aime bien Walid dans ce genre de format parce qu'il est pas trop dans la mise en avant et qu'il est surtout dans le fait de vouloir faire parler de la personne. Tu sens qu'il aime écouter la personne qui est invitée. C'est déjà le cas au Club des 5, c'est toujours un régal. Ouais, il maîtrise vraiment bien le format. C'est vraiment, franchement, dans ce format-là, il est Mmh. top, tu vois. Et puis il se mouille un peu. Pour le coup, il se mouille un peu. Ouais, ouais, en fait, il est gratine, mais pour le faire parler. Et j'ai trouvé Riolo pas mal aussi. On parlera pas du clown qui est passé, parce que déjà c'est qu'un clown. Il n'avait que vocation à faire le clown et on lui a répondu. Enfin, je dis on pour parler de Mehdi, mais Mehdi lui a répondu comme on doit répondre à un clown. Et franchement, j'ai trouvé l'émission top. Déjà, je trouve que Mehdi est très charismatique. Franchement, sur ça, moi déjà depuis le passage dans le vestiaire à l'époque, et moi c'était une émission dont j'étais fan de SFR à l'époque où ils avaient encore la chaîne. Et un mec à l'oral, je le trouve brillant, tu vois. Je trouve qu'il maîtrise son sujet. Je trouve que c'est un mec qui en impose. Je le trouve bien plus chaud dans ce genre de format qu'à chaud. À chaud, je sais pas. En fait déjà à chaud, déjà généralement il y va que quand ça brûle et c'est pas un pompier. Quand ça brûle, il se brûle et il brûle Les allumettes, tu veux dire? ouais, il y va pas avec Il est plus pyromane que pompier, tu veux ouais, dire? ouais, il y va plus avec de l'eau il y va plus avec des allumettes que de l'eau. Heu, franchement, j'ai trouvé le format cool, il aborde plein de sujets et il est d'une transparence, moi j'aime bien ce discours qu'il a depuis le début déjà. Moi, franchement, le personnage, quand il dit qu'il est en mission et tout, je le crois. Rien que son passage de l'OM, pour moi, j'aime bien le romantisme qu'il y avait. Parce que pour ceux qui oublient, je l'ai déjà évoqué dans le podcast, mais c'est un mec qui était formé à l'OM, dont le rêve était de percer à l'OM, comme tout joueur rêve de percer dans son club formateur déjà. Et c'est un mec qui en a été privé pour des magouilles marseillaises. Et quand il dit, moi j'ai pas peur de dire qu'il y a des mecs qui se sont servis de l'OM, il en a été victime de ce genre de choses-là. Donc j'aime bien le romantisme qu'il y a derrière son retour et le côté j'incarne une mission de remettre l'OM à sa place, et je le crois. Et Alors, sans rancune et sans pour le coup, je le trouve extrêmement froid par rapport à ça, extrêmement détaché. Il connaît sa situation, mais il en a pas fait trop. Il en fait et depuis son retour, il en a jamais reparlé ouvertement, il a jamais lâché ouais, le blase et je trouve ça chouette. il a jamais évoqué le sujet et il évoque franchement il évoque tout ce qu'il fait pour le club et il se cache de rien quoi. Mmh. Parce qu'à un moment il lui tire un peu les verres du nez quand tu lui dis ouais mais t'as dégagé en fait quand il lui dit t'as dégagé tout le monde, il dit non, moi moi j'impose une direction, celui qui c'est pas moi qui gère les gens, celui qui veut pas marcher avec moi il va plus marcher ni à côté ni là-bas, soit tu marches avec moi parce que c'est moi qui impose le cap, soit tu vas marcher plus loin. Et, et Et, ça me c'est- choque pas. et là-dessus, Alors, là-dessus, il y a un truc très important à dire avant de te laisser continuer au petit, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point le club était vérolé en fait.
les gens ne se rendent pas compte. Et pour l'avoir vu de très près, je vous assure que aujourd'hui, si ça donne l'impression qu'il y a eu un ménage de façon extensive, c'est parce qu'il y avait des saletés de façon extensive. Et il y a beaucoup de gens qui se servaient du club pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est vrai que, comme l'a dit Opti, personnellement, moi, cette fraîcheur, elle me fait du bien. Je te laisse continuer, Opti. Et l'autre truc que je voulais évoquer, parce que ça va faire le parallèle, il a évoqué De Zerbi, et les deux ont donné une interview, alors lui chez RMC et De Zerbi, genre, je ne sais pas quel média Chez italien, Sky. Chez chez Sky. Sky, et les Ouais, deux ouais. ont évoqué, ont laissé entendre que le cap des 3 ans qui a été instauré était potentiellement extensible. Et moi, que les deux l'évoquent en même temps, je me suis fait la réflexion, est-ce que les 2 premières années et la première année encore plus, est-ce que c'est pas le plus dur à faire, quoi? Est-ce que quand t'as fait 2 ans à l'OM, est-ce que le fait entre 2 et 5 ans, est-ce que c'est pas plus facile, à partir du moment où t'as fait 2 ans, est-ce que c'est pas plus facile de faire 3, 4, 5 que ce que c'est quand t'as fait la première année? Je pense que quand t'as fait la première année, euh, tu vois le truc, tu te dis en fait, cette année aussi difficile à chaque fois, ça va être impossible. Mais je pense que la deuxième année est beaucoup plus simple que la première pour l'entraîneur et pour Media encore plus parce que il s'est entouré de gens de confiance. Et à partir du moment où tu t'es entouré de gens de confiance, je pense que tu peux plus déléguer, t'es moins regardant, t'es plus confiant sur ce qui se fait. Et moi, j'ai bon espoir qu'il reste. Après, comme il dit, le jour où je fais 5e ou 8e, et qu'on me dit dégage, j'aurais aucune honte à dire. De la même manière qu'il a Ouais, il partira tout seul, il a dit. Ouais, il a dit, je pars. De la même manière que j'ai dégagé des joueurs parce qu'ils ne répondaient pas aux attentes, si moi j'estime ne plus répondre aux attentes, je m'en irai, tu vois. Mais C'était Sport Italia, pardon, pas Sky, je me trompais. donc moi franchement j'ai beaucoup aimé l'interview. J'avais un point sur, si on peut lancer le débat, Max, Vas-y. un peu du contenu. Et c'est un point qui revient constamment, et forcément l'interview n'y a pas manqué, mais je comprends pas l'obsession qu'ont les journalistes, et ça c'est encore revu dans cette interview-là, à vouloir faire dire impérativement à Mehdi Benatia que l'OM doit être top 24. En fait, je comprends pas pourquoi il a besoin de le dire, alors que objectivement, tout va dans ce sens-là depuis le début de saison. On n'a jamais vu l'OM jouer petit bras avec des champions. On n'a jamais vu l'OM faire tourner en Ligue des Champions. Bien sûr que l'objectif, c'est celui-là. On voit bien que les désillusions qu'on a pu avoir, que ce soit au Bernabeu, que ce soit contre Atalanta, etc., ça a mis en rage tout le monde. Et dans les attitudes, tu vois bien que l'objectif de tout le monde est clair, c'est d'être dans le top 24. Et il y a un côté où, si je pousse même le raisonnement, je trouverais presque ça irresponsable de la part de Benatia de clamer haut et fort partout que l'objectif de l'OM, c'est d'être dans le top 24. Et honnêtement, ça me dérangerait qu'il ait ce discours-là, parce que tu passes pas de « j'ai jamais joué Ligue des Champions de manière continue 2 ans d'affilée pendant 15 ans à « j'arrive et maintenant regardez-moi, je suis dans le top 24 ». Ok, Lille et Brest, ils l'ont fait, mais vous pensez vraiment que s'ils rejouent la phase 10 fois, ils passent 6 fois Lille et Brest? Honnêtement, je pense pas. Ça tourne pour eux et dans leur sens, tant mieux. Et bravo à eux. Mais c'était pas leur objectif initial de finir top 8 pour le LOSC ou top 24 pour Brest quand ils y sont allés. Donc, il n'y a pas besoin de le dire pour réellement le faire. Et au-delà de ça, là où je trouve ça irresponsable, c'est que quand tu vois à quoi tient un match de Ligue des Champions, et on l'a vu cette année, que ce soit à Madrid, que ce soit contre l'Atalanta, contre le Sporting, ça tient absolument à rien. Mehdi Benatia, à son échelle, il peut fournir à l'OM une bonne équipe et faire en sorte que le cadre soit bon pour que tu aies tous les éléments pour être en mesure de passer dans le top 24. Mais il y a rien qui l'engage sur le fait qu'on passe effectivement. Tu peux Et pas je leur trouve reprocher, que... Younes. Chacun son rôle. Après, tu vois, Non, il pose la question, toi tu réponds. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Et je puis comprends. même, Mais alors, je vais juste aller c'est plus pas loin, la question juste qui me sur cette dérange, partie-là. c'est l'insistance qui me dérange. Ben, c'est très facile à comprendre, c'est que, et je pense qu'on en est tous conscients tous les quatre, et qu'une partie de nos auditeurs maintenant est un peu plus alerte sur ce genre de sujet-là, c'est que l'intérêt, RMC a un intérêt pour l'Olympique de Marseille dans 2 cas de figure. Quand ça brûle, ou quand ça réussit très fort. Et ça a d'autant plus d'intérêt quand ça brûle que quand ça réussit. De la même manière qu'à Paris, maintenant, ils n'ont plus d'intérêt que quand ça réussit parce que au final, c'est ce qui va faire cliquer les gens et il y a 2 fanbases en France qui leur permettent de vivre. Et en induisant dans la tête des gens et dans la tête de leurs auditeurs, parce qu'ils s'adressent pas aux communautés olympiennes, hein. Là, ils s'adressent au grand public, ils s'adressent à nos darons, ils s'adressent aux petits qui vont voir passer les capsules sur les réseaux et qui écouteront pas 2 heures midi, etc. Ils mettent dans la tête des gens que si l'OM le fait pas cette année, ce sera, et sans discuter de la manière, si l'OM n'est pas top 24, c'est déjà un échec,
et ça fera déjà cliquer parce qu'eux vont en parler encore pendant 50 ans, etc. Et ils analyseront pas les raisons. Et pour eux, le faire dire à Mehdi, c'est aussi une façon de déjà calculer que dans 2 mois, s'il se passe une dinguerie contre Saint-Gilloise la semaine prochaine, ce qu'on n'imagine pas, ou qu'il te manque 1 point pour je sais pas quelle raison dans 3 mois, pendant 2 semaines, il y aura des émissions sur l'échec de l'Olympique de Marseille en Europe, et tu vas revenir avec le traditionnel Brest l'a fait, Lille l'a fait, etc. Alors que même quand Brest et Lille l'ont fait, ils n'ont pas fait d'émission spéciale pour féliciter ces clubs-là. Eh ben, je suis ravi que tu apportes la réponse et je vais juste répondre rapidement. C'est exactement là où je voulais aller. Et en fait, c'est la malhonnêteté de la démarche qui me dérange. On a déploré pendant très longtemps dans le football français que les acteurs ne communiquaient pas, que on avait de la langue de bois, que on n'avait pas d'interview qui soit longue, qui apporte du contenu et qui apporte de la réflexion. Pour une fois, on a un acteur du foot et c'est pas le seul, on en a d'autres. Heureusement, tu prends l'exemple de Pierre Sage, etc. En fait, je trouve ça le procédé particulièrement malhonnête de vouloir lui faire dire un truc que tu pourras lui rejeter à la gueule dans 2 mois pour faire tes clics, alors que tu as en face de toi quelqu'un qui a envie de discuter de football, qui est passionné par le football, et qu'on gagnerait beaucoup plus à creuser des sujets pertinents pour tout le monde et qui ont une vertu pas forcément éducative, c'est pas forcément l'objectif de la chaîne, mais quelque chose d'enrichissant pour l'auditeur, pour le coup. Et c'est ça qui me Et dérange particulièrement. Et je suis je ravi vais que tu juste apportes ta rajouter réponse, 2 que je trucs. l'avais aussi, mais Je Bah réponds oui, je rajoute juste 2 trucs et je laisse Opti prendre la suite. Mehdi, il a un peu répondu à ça 2 fois dans l'interview. À un moment donné, je sais plus dans quel débat les chroniqueurs voulaient l'enfermer. Il a dit bah moi je m'en fous, mais vous ça vous permet de faire des articles, vous en parlerez. Et la deuxième, c'est un peu de la même manière que ce qu'on vient de dire. Bah il leur a dit moi je suis droit dans mes bottes, je vous dirai ce que je pense et je vous dirai pas autre chose et vous me ferez pas dire quoi que ce soit. Et puis bah c'est votre rôle, vous êtes là pour ça. Donc, je pense que tout le monde, à l'intérieur de ce microcosme-là, est conscient qu'il a besoin, que tout le monde a besoin de tout le monde. C'est souvent réalisé au préjudice des auditeurs, ça c'est sûr. Mais je pense que c'était pas le rôle non plus de Mehdi d'éduquer la fanbase en disant bah, je peux pas vous dire ça parce que. Mais après, c'est bah, bien pour que le tout le coup, monde fasse. je trouve que sa réponse est particulièrement éducatrice dans le sens où il rappelle que c'est pas un objectif clair du projet ou pour la viabilité du club de se qualifier dans le top 24. Et je trouve que tu as raison, il n'était pas obligé de le faire et je trouve qu'il a plutôt bien fait dans sa réponse. C'est ce que ça induisait. Bah, pour le coup, je vais prendre un contre-pied parce que moi, j'aimais bien la manière dont, j'aime pas le personnage, hein, mais j'aimais bien la manière dont Riolo lui parlait et lui répondait. C'était que, Mehdi, on sait que le primordial pour la viabilité à long terme ou même moyen terme, c'est de retourner en Ligue des Champions l'année prochaine. On le sait, tout le monde le sait, c'est une évidence. Je sais pas, je crois il y a une semaine ou deux, ils ont sorti les gains déjà de Ligue des Champions. L'OM a empoché déjà 50 millions d'euros grâce à sa participation et c'est pas fini. On peut imaginer prendre encore 10, 15, 20 selon le parcours. Mais moi, je dis pas que c'est de la com ou de la langue de bois. Younes, tu disais que c'est pas de la langue de bois, mais moi, je peux pas croire et je peux pas croire qu'il y a plus exigeant ou quelqu'un qui tisse plus d'espoir sur cet OM que Benatia. C'est-à-dire que, C'est pour ça. mais c'est pour ça que c'est pas vrai. Enfin, c'est du discours de façade, mais je ne crois pas une seule seconde que post-match Atalanta, post-match Sporting, post-match Real, je l'espère pas. Moi, je pense qu'on va se qualifier. Mais si jamais c'était pas le cas, Mehdi, ça va être le premier à être en feu, Bien sûr. à avoir la haine, Mais à foutre bien le sûr. feu à Kondogbia, à Højbjerg, à Obama, à tous les mecs qu'il a ramenés. Parce que les gars, le meilleur mercato qu'il a fait, il a pas fait ce mercato-là pour faire une deuxième, Mais un podium. pardon, Opti, juste parce que c'est pas vraiment le sens de mon propos justement. Ce que tu dis là, ça abonde dans mon sens. Justement, en fait, si demain un directeur sportif de l'OM me disait au mois d'août, je veux que l'OM finisse dans le top 24, j'attendrais de lui qu'il fasse exactement, vraiment trait pour trait, tout ce que Mehdi Benatia fait en ce moment à Marseille. Donc c'est pour ça, dans son attitude, dans son exigence, dans tout ce Mais tout ce alors, qui transparaît de lui, le, il met tout en place pour le faire. voilà. Pourquoi on a besoin de lui faire dire, si ce n'est pour lui rejeter à la gueule au cas où ça ne marche pas? C'est ça Mais que je dans trouve tous les cas, on va lui, irresponsable / malhonnête. mais de un, Procédé médiatique de base. Hein. Oui, dans clairement. tous les cas, Et c'est en- ce que je pointe. mais de un, dans tous les cas, on va lui jeter à la gueule. Et de deux, ça sera le premier à le jeter à la gueule malgré son attachement à Roberto, à Kondogbia, à Højbjerg, à Obama, à Pavard. Si l'OM fait pas top 24, ça va être le premier à
prendre des décisions pour les décisions. Genre, ça sera le premier à l'avoir en travers parce que les gars, il a pas construit un effectif pour faire hors top 24. Il a fait en fait, ce qui me frustre un peu dans l'interview, c'est le seul truc qui me frustre, c'est que il exprime comme objectif le minimum syndical et c'est-à-dire retourner dans le top 4 ou le top 3 même pour avoir la qualification directe. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils disent le, le, un peu plus, tu vois. Tu vois de l'interview il retranscrit que lui et Roberto, ils parlent du titre. Et ça fait aucun doute quand tu écoutes l'interview que lui et Roberto, ils parlent du titre à l'année N, à la fin de cette année N. Donc, viens pas me dire et même, je pense qu'ils se sont déjà dit, en vrai de vrai, Roberto, si on fait barrage, qu'on fait top 16, qu'on tombe sur je sais pas qui en barrage, on va en 8e, on tombe sur je sais pas qui en 8e. Mais bien sûr, il a dit, rêver, c'est gratuit. Il y a un monde où on fait quart de... Non, pas rêver. Et, genre, ils se disent, on peut le faire, genre. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. On peut le faire. Donc ça m'énerve parce que ça se voit que le plus exigeant avec lui-même et son groupe et son entraîneur, c'est lui. Donc quand il refuse l'exigence de l'extérieur, je me dis, mais dis pourquoi? Dans tous les cas, l'exigence à l'Olympique de Marseille va y être. C'est trop coûteux. Et en plus, c'est décrété. C'est trop coûteux au petit de le faire d'un point de vue RP. C'est beaucoup trop coûteux. Tu peux pas le faire. Parce qu'en fait, derrière, tu vas créer une pollution qui va t'empêcher de travailler derrière. Même si ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je pense qu'en interne, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Hein. Mais par contre, moi, en fait, doute là-dessus. Comment je vois ces séquences? Parce que Younes, d'un côté, il a raison. Aujourd'hui, tu as des journalistes qui cherchent plus des moments que finalement de laisser parler. Voilà, vous avez la ref. C'est la grande phrase de Léa Salamé, ça. Exactement. Donc, on a des journalistes qui ne cherchent plus l'information, mais des moments. Et pour le coup, on est sans doute là-dedans. Mais derrière, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a donné une réponse qui, pour le coup, me paraît extrêmement intéressante. C'est que l'OM n'est pas obligé de faire top 24 pour être dans une viabilité économique à long terme. Et maintenant, et ça, qu'on le veuille ou non, au petit, c'est que toi, t'es supporter, t'es un mordu de l'OM, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sportivement. Mais Mehdi Benatia construit aussi une équipe qui va être viable économiquement pour l'OM. Et il a aussi ça, il a entre guillemets un précaré économique qu'il doit respecter. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'en fait, Mehdi Benatia, il excelle là-dedans. C'est qu'il arrive justement à lier cette identité avec celle du dirigeant. Parce que aujourd'hui, parfois, quand on a des propos dans la sphère publique et qu'on parle de l'OM en tant qu'institution et qu'on analyse un effectif en tant que valeur ajoutée, plus-value future, etc., les gens ne comprennent pas. Mais dites-vous bien une chose, c'est que Mehdi Benatia, quand lui travaille, lui se le dit. C'est que s'il arrive, entre guillemets, à dégager des joueurs aussi facilement, c'est parce que lui, il a cette vision-là. Et pour moi, c'est ce que je retiens de l'interview, c'est que j'ai rarement vu un dirigeant qui avait la simplicité, l'intelligence et l'éloquence pour lier ces deux mondes-là et arriver à te les faire accepter. Parce que derrière, en fait, le supporter, lui, ne raisonne pas comme ça. Mais lui, ce qu'il te dit quoi? Il dit, sportivement, moi, je suis là pour aller chercher le top 24, mais économiquement, on n'en a pas besoin. Et moi, je serais jugé sur le fait que, économiquement, le club roule et que sportivement, on soit dans les objectifs. Et aujourd'hui, la réalité du football, c'est quoi? C'est que l'Olympique de Marseille est un club qui doit absolument intégrer le top 25 européen à moyen terme, parce que économiquement, tu rentres dans un cercle vertueux qui va faire grandir ton club. Donc lui, il a ça en tête aussi, Mehdi Benatia. Tu vois? Admettons, pas admettons, je suis d'accord avec toi. L'année prochaine, quelle est la différence? La différence, c'est que l'année prochaine, tu auras un an de plus. un an de plus, tout simplement. Ouais. J'allais faire une phrase, mais... Mais le minimum syndical pour la viabilité du projet à long terme, ça sera de faire top 24 ou ça sera encore de faire un podium en championnat? Bah non, parce que plus tu grossis, plus tes besoins de revenus seront conséquents. Donc l'année prochaine, le top 24 peut devenir un impératif pour le projet. Pour le coup, là où il l'est pas, c'est en année 2. Ça dépend de plein de choses, en vrai de vrai. Mais en tout cas, pour parler de cette saison, c'est pas... Enfin, si tu veux rentrer dans un cercle vertueux, ton objectif minimum, c'est d'être simplement en Ligue des Champions l'année prochaine. Et honnêtement, ouais. Et il l'a placé d'ailleurs, sans même parler de thunes, parce qu'il a dit, moi, je parle que du sportif. Mais t'es obligé de voir derrière ses propos sur le sportif, la partie économique. Et j'aurais préféré qu'ils abordent ce genre de sujet-là, plutôt que de faire 10 minutes sur Rabiot, par exemple. Bah, ça aurait été beaucoup plus intéressant, effectivement. Après, t'es dans la presse généraliste, grand public, c'est comme ça aussi. Et même sur l'aspect sportif, sur le fait de jouer le titre, bien sûr que tu joues le titre parce que t'es compétiteur et Benatia, comme d'autres, quand t'es compétiteur à un simple jeu de cartes, t'as envie de le gagner. C'est pas un débat. Tu fais pas une compétition sans avoir envie de la gagner. Mais la réalité, c'est que, en tant que directeur sportif, tu peux pas clamer haut et fort le discours de, en un an, on va tout révolutionner. On va passer à 20 points du PSG à on gagne le titre. Non, il y a des étapes. Non, pour le coup. Le titre et le top 24, je les mets pas en parallèle. Pour moi, ne pas faire top 24, ce serait un échec. Ne pas gagner le titre, en aucun cas, ça peut être vu comme un échec. Ça peut être vu comme une frustration si Paris est pas au rendez-vous cette année-là, mais pas comme un échec. Même à l'année 3 ou à l'année 4, c'est multifactoriel, le titre. Alors que l'échec, je trouve, c'est un mot fort. Hein. Pour moi, j'irais sur de la déception en année 2. Quand tu vois,
parce qu'on a assez d'éléments là. Là, faut projeter le fait que l'OM ne se qualifie pas avec ce qu'on a déjà vu pour le coup. J'ai le sentiment que l'année prochaine, on reviendra beaucoup plus fort avec des champions. Pour une année 1, je trouve que on a beaucoup progressé. Enfin, On révoquera on a tout coché ça, les cases qu'il fallait. mais je crois pas forcément à la linéarité de l'évolution, tu vois. Parce que si genre l'évolution entre l'année N qui est l'année dernière et l'année N+1 qui est cette année, elle est beaucoup plus grande que ce que tu pouvais croire logiquement, tu vois. Pour moi, le gap entre cette année et l'année dernière est énorme. Je suis pas sûr que le gap entre cette année et l'année prochaine soit aussi grand que ce qu'il y a eu entre. Elle est pas linéaire, elle est exponentielle pour nos amoureux des maths. On vous laissera d'ailleurs nous dire un peu ce que vous avez pensé de l'interview. J'ai pas vu grand chose de négatif passer pour le coup, mais c'est intéressant de voir ce que vous avez retenu notamment. Et pour ceux qui diraient qu'on a peut-être un peu expédié le sujet, sachez qu'on l'expédie parce que dans quelques semaines, quand l'actu sera moins dense et qu'il y aura moins de matchs dans les calendriers, on reviendra plus longuement sur, je pense, sur le côté projet 3 ans du trio Longoria, Benassia, De Zerbi. Longoria qu'on n'a pas évoqué du tout, mais qui est d'ailleurs un acteur prépondérant et qui était quand même souvent cité par Mehdi aussi dans l'interview, donc c'est intéressant de ne pas l'exclure de la discussion. Si on se reprojette un petit peu en Ligue 1, messieurs, demain soir à Lille, la bonne nouvelle, c'est que les 3 dernières fois où j'étais à Lille, on a perdu et que et que demain, je n'y serai pas. Blague à part, vous le voyez comment ce match, en sachant que quoi qu'il arrive, l'OM restera podium à la fin de cette 15e journée. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 15 matchs qui se sont passés, mais c'est que 14. L'OM restera donc forcément sur le podium à la fin de la 15e journée. Mais est-ce que voilà, bon, il faut pas définitivement aussi mettre les gens dans un rétro et pour ne plus y penser. Est-ce que c'est pas l'opportunité de le faire? Complètement, complètement, d'autant plus que c'est Lille en face et que moi, je pense qu'on le veuille ou non, il y a quand même une rivalité qui s'est formée ces dernières années. Ça, qu'on le veuille ou non, hein, enfin, c'est comme ça. Lille a été une équipe de premier plan en Ligue 1. Ils ont obtenu. Et est-ce que c'est une rivalité pour les supporters ou est-ce que c'est je vais même être plus précis, pour une branche X des supporters ou est-ce que c'est une vraie rivalité? Parce que je vois pas, peut-être je me trompe, peut-être je suis déconnecté du truc, je vois pas. Déjà les joueurs croire à une rivalité entre eux, je vois pas. Et même les clubs, C'est institutionnel, je vois Max. pas Ils peuvent pas se voir, les temps et Longoria. À mon mais avis. je Hein. vois pas De Zerbi motiver les mecs en disant ce Non, soir, bien sûr, mais je pense que Benassia, contrairement à d'autres, tu vois, à Après, Nice il a d'autres leviers pour le coup. De Derby, oui. c'est la seule équipe qui lui manque à son escarcelle Ligue 1. Et je pense que Benassia, Longoria, etc., dans le discours, enfin, il y a d'autres leviers, encore une fois, ils vont pas aller voir De Zerbi en disant, ouais, ben, il nous a fait chier, pardon, il nous a embêtés pour Fonseca, nanana, plein de choses. Bah là, maintenant, faut gagner. Non. Mais le truc, c'est que, d'un point de vue institutionnel, il y a quand même eu un certain nombre de dossiers où les deux clubs se sont écharpés, et qui ont été, en plus, été publics, que ce soit Fonseca ou d'autres, hein. On a eu Zegrova plus récemment. Et derrière, en fait, mine de rien, que tu le veuilles ou non, Pour moi, le plus gros dossier, c'est l'étang Benassia, d'ailleurs. oui, bah oui, non mais clairement, c'est arrivé les temps Benassia sur le plan de l'arbitrage. La Coupe de France, ouais. Oui, bien sûr. Et en fait, à tous ces niveaux-là, le truc c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses dont on est au courant. Alors qu'il y a peut-être 25 ans, 30 ans, c'était beaucoup moins médiatique. Aujourd'hui, ça l'est et ça se retranscrit au niveau des supporters. Donc, tu as ça, tu as aussi le fait que, bah, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a une rivalité entre les deux supporters. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une niche, certes, mais ça se répercute aussi dans le débat public. Je pense que les temps, ils regardent beaucoup ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ils réagissent un peu en fonction. Et peut-être aussi, du côté de l'Olympique de Marseille, il y a des choses qu'on lit aussi. Ça arrive. On a le arrobase du burner d'Olivier Létang ou pas? Il s'est pas fait. Non, mais on m'a dit 2-3 trucs personnellement sur ses rapports avec certains médias lillois, notamment médias numériques, mais peu importe, ça arrive dans tous les clubs. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu as aussi une équipe qui sportivement est compétitive. Je crois qu'il est dans un moment un peu plus difficile, mais dans ses fulgurances, je pense que cette saison, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, même si ça doit demander à être retranscrit sur la durée. Et tout simplement, c'est aussi un match qui vient après celui de Toulouse. Donc forcément, il y a un petit peu plus d'enjeu. Tu dois rebondir, entre guillemets, dans le résultat. Tu as encore une fois des absents de marque du côté du LOSC. Tu as Boadji, tu as Alexandro, tu as Verdonk. Et t'en as un autre qui est un peu moins important, il me semble. Mais ouais, tu dois réagir, entre guillemets, même si on n'est pas à un lendemain de crise. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que le match demain a un petit peu plus d'épices que d'habitude.
Aussi, évidemment, parce que je vais me faire traquer par les supporters lillois. Après l'été C'est très ton petit enflammé. truc à toi. C'est exactement ce que j'allais dire à Younes et à Opti. Est-ce qu'il y a moins, vous, la petite saveur? Est-ce que parce que vous serez moins mentionné quand même. Par solidarité pour Marouane, on se sent aussi engagé quand même. Là, je peux vous dire que les petits mêmes singes, là, ils ont fait leur effet sur la commune lilloise, à mon Ouais, avis. ils t'attendent un peu. Ils Hein. m'attendent beaucoup, même, je Là, pense. t'as tout le 59 qui est sur l'écran quand même par rapport à demain. Hein. Ils vont me dire que finalement, effectivement, on ne gagne pas face à Olivier Létang. Là, ils vont me le dire demain si on gagne pas. Donc voilà. Mais justement, si on reste sur le sportif, qu'est-ce que l'OM peut... Alors, on a vu tout à l'heure la conf, a priori Murillo est de retour, Højbjerg est un petit peu grippé, pas de nouvelles. Alors, c'était ma question des auditeurs d'ailleurs. On nous a demandé un avis de recherche sur Ahmed Traoré. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles? On l'a vu sur une photo de partenariat avec CMA CGM la semaine dernière. Il avait l'air Important. Il avait l'air, je sais même pas si, il avait l'air de pas comprendre pourquoi il était là, donc c'était un peu inquiétant. Mais voilà. Et vraie question, est-ce qu'il y a un monde où on le voit plus? On en parlait il y a 2 podcasts. Vous vous souvenez quand on parlait de la fenêtre hivernale? Enfin, c'est moi qui en parlais. Ouais, et j'y crois de plus en plus. Moi, moins je le vois, plus je me dis que s'il faut, alors t'es pas en NBA, t'as pas forcément un siège à libérer pour recruter, mais je me dis que on a vu des moves sortir on a vu des joueurs sortir pour moins que ça de l'Olympique de Marseille sur une fenêtre hivernale. Benatia l'a évoqué en recrue, genre quand on lui a parlé Ouais, c'est vrai. pour l'interview. On lui a dit est-ce que ça va bouger le mercato? Il a dit je pense qu'on a très bien en gros il sous-entend on a assez bien bossé cet été pour pas voir le mercato comme un besoin. S'il y a un coup à faire, je pense qu'on le fera et ça demandera peut-être de libérer des gens, mais il l'a évoqué comme un gros tour. Et quand il a évoqué Guiri, il a dit bon lui ça sera fin janvier. Donc on peut, je pense, supposer que Ahmed Traoré et Medina seront là à partir de 2026, ils seront dès le début de 2026, ils seront là. J'ai eu l'impression d'ailleurs que c'était le cas le plus optimiste dans les propos de Mehdi. Que Medina et Guiri c'était à moyen terme et il a pas donné de date pour Traoré. Donc après chacun se fera son opinion. Après c'est que Medina et Guiri c'était plus ou moins attendu, on savait que ça allait être longue durée, alors qu'Ahmed Traoré on nous a un peu baladé, il y a eu des rechutes etc. Donc, il y a Jérémy Boga Nice qui peut être très facilement importable. Moi j'aimais bien son début de saison. Il y a 2-3 mecs à Nice. Il y a Ludo Blas à Rennes qui à mon avis va bouger. Boudaoui surtout. Non, je te parle sur le secteur de Traoré. Ah. Je parle sur le secteur de Traoré. Moi, je me dis que dès le mercato d'hiver. Pour moi, s'il y a une fenêtre pour placardiser, plutôt pour rompre le prêt de Traoré, et que tu as l'opportunité de faire un mec derrière qui, pour le coup, lui sera opérationnel. Non, mais je veux dire, est-ce que tu vas réussir à aller dépouiller? Alors, c'est pas des concurrents directs, attention, mais c'est quand même des équipes qui ont des objectifs. Oui, les deux joueurs Blas et Boga. Boga, il jouera plus à Nice, à mon avis. Il devait déjà partir en Turquie l'été dernier. Et Ludo Blas, moi, je sais que du côté de Rennes, ils savent qu'en janvier, normalement, il part, quoi. Et puis lui-même le sait. J'ai su 2-3 trucs. Je pense que lui-même le sait. Que possiblement, il partirait, en tout cas. Hein. Voilà. Est-ce qu'il fait partie des fameux joueurs avec lesquels que Mehdi a sondé, ce qu'il en parlait aussi, qu'il sondait beaucoup les agents, il parlait beaucoup, il faisait beaucoup de réunions. Est-ce que ça fait partie des joueurs? On ne sait pas. Mais au-delà du cas Ahmed Traoré, du coup, si on revient sur le match de demain, qu'est-ce qu'on peut attendre sportivement de cette rencontre-là, en sachant que derrière, si on parle de Lille, on peut parler de Lille solo, mais on est un peu obligé d'évoquer le match de Ligue des Champions qui arrive et aussi la fin du triptyque. Et là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu... C'est plus difficile à analyser parce que cette équipe n'a aucun sens à mes yeux. C'est Monaco qui arrivera après. Ouais, c'est clairement 3 prochains matchs particulièrement excitants. Chaque match individuellement l'impression d'être un tournant. Ouais. Alors qu'il va falloir considérer les 3 dans leur ensemble. Il faudra certainement dresser un bilan sur les 3. Le match de demain, j'ai particulièrement hâte de le voir pour le coup, parce que cette configuration d'OM contre une bonne équipe de Ligue 1, sur le début de saison, ça nous a plutôt bien souri si tu mets Lens de côté. Le fait d'avoir eu une équipe qui aura eu une semaine complète, je le disais, je l'avais souligné déjà pour Emerson, pour Greenwood cette saison, on a pu voir à quel point ça les avait revigorés d'avoir 7 jours de récup complet. J'ai particulièrement hâte de voir l'état de fraîcheur de l'équipe, et on sait que quand l'équipe est en jambes physiquement, ça se passe généralement mieux
pour l'Olympique de Marseille. Donc particulièrement curieux de voir quel compo va démarrer demain. Je sais pas trop dans quelle mesure, puisqu'il le fait toujours et il l'a déjà dit en conférence de presse. Quand il pense à sa compo de Lille, il est forcément obligé d'avoir en tête que 4 jours après, t'es à Anderlecht pour jouer contre l'USG. Donc j'ai un peu hâte de voir les choix qui vont être faits demain et surtout de voir quelle entame de match on va avoir face à cette équipe de Lille qui est un petit peu mi-figue mi-raisin, qui a beaucoup de potentiel, mais qui a un peu sur courant alternatif depuis le début de saison. Au petit, on t'a pas beaucoup entendu. Ça t'inspire quoi, toi, ce LOSC de Pep Genesio? Euh, Franchement, c'est une équipe qui performe depuis l'année dernière, hein. Il y a pas grand-chose à dire. Tu vois leur phase de poule l'année dernière, enfin leur phase de Ligue des Champions et leur parcours en Ligue 1. Je crois que ça se joue à pas grand-chose pour qu'ils échouent pas pour l'Europe, comme ils ont pu le faire. Donc, pour moi, le match voudra dire beaucoup. Comme l'a dit Younes, faudra le compter en bilan. Mais je pense que c'est plus le cas s'il y a une contre-performance. Si tu fais nul ou que tu perds, faudra attendre l'Union Saint-Gilloise et Monaco pour voir si tu cries au loup ou pas. Alors que dans tous les cas, s'il y a une victoire, gagner à Lille, moi j'ai bientôt 30 berges. J'ai pas vu beaucoup de victoires de l'OM à Lille. Et la dernière victoire de l'OM à Lille, c'est avec Tudor. Et avant celle, non, pardon, c'est avec, Non, c'est Sampaoli, je crois. non, c'est avec, non, Villas-Boas, c'est avec Villas-Boas. avec on retourne le match en 2 minutes avec Ouais, ouais, avec Benedetto qui Benedetto contre Saint-Germain, et l'entrée de Marley. Bisous à tonton. Marley Ake, ouais. Ouais, bisous à ton, Et bisous à Marley Ake aussi, hein. bisous à Marley qui poursuit sa carrière, Ça t'engage. pas à la Juventus. Non, mais En Suisse. 8 millions à un moment donné, on en avait besoin. Est-ce que t'avais besoin ça de nous a Franco permis Tangia? voilà, ça nous a permis de faire la découverte d'un super joueur en contrepartie. Ça fait partie de. Je pense que si on fait un jour un top 10 des transferts fantasques de ces dernières années, ce binôme-là, il est podium. Mais bon, après, c'est Clairement. un autre Ouais. débat. Là, on en a appris, je pense qu'il y en a un qui a battu tous les records récemment, là, qu'on a découvert dans l'actu lyonnaise, qui est le transfert d'Igor Thiago à 41 millions d'euros. Ah oui, Je sais c'est pas, vrai. Oui. Oui, je sais oui, pas c'est si vous avez vrai. passé ça, je crois que ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Surtout que les Lyonnais n'étaient même pas au courant que le joueur avait un jour, enfin, il a jamais joué à l'OL, mais le Non, transfert, il a pas posé un pied même. il a pas posé un pied à Lyon. Le transfert a eu lieu en novembre. C'est même pas une fenêtre. Ça tient de l'irréel. En fait, c'était sorti Et à l'époque, mais fallait suivre la sphère lyonnaise. Tous les Lyonnais s'attendaient à ce qu'ils signent à l'OM, en fait, à l'OL, pardon, sur la prochaine fenêtre estivale, et c'est jamais arrivé. Et le gars, il est parti pour 10 millions à Southampton derrière. Un écart de 31 millions non, d'euros. même pas. Il est reparti à Botafogo pour 41. Et après, il est parti à 10 millions pour 60. On sait, tu comprends rien. C'est encore pire que ce que je Mais pensais, du coup. c'était un transfert loufoque. Et pour dire que gagner à Lille, ça sera pas anodin. Et je me dis que si tu conclus la phase aller avec cette victoire-là et imaginons aussi Monaco, la phase aller sera sensationnelle et elle présage, elle pourra que te laisser rêver d'un classement final où t'es très haut, quoi, parce que tu gagnes à Strasbourg, gagner Paris, gagner Lille là-bas. Il y aura quand même pas mal de 3 points à des endroits où tu prends pas souvent 3 points. Donc, je célèbre la potentielle victoire demain, je la célébrerai comme un bon pas dans la saison de l'OM. Un très, très, très bon pas. Est-ce que, par rapport à tout ça, est-ce que l'OM a la possibilité, la marge pour, entre guillemets, choisir ses combats? En sachant que les 3 matchs sont Non, et tu On dois l'a pas. jamais fait cette saison. importantissimes, Bon, On l'a jamais fait cette mais saison, donc Et tu dois pas le faire en plus, parce parce que que, ça enfin, fait partie, si on continue de faire des parallèles avec l'interview de Mehdi, c'est quelque chose qui est souvent revenu et vous l'entendrez si vous la réécoutez. C'est le fameux, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le «tu préfères», qui voulait pas du tout, mettre, enfin, il voulait faire parler Mehdi et du coup, il y a pas de «tu préfères être en Ligue des Champions et faire podium», le fameux truc qu'on évoquait tout à l'heure, ou, être dans le top 24. Et j'ai l'impression que de toute façon, c'est un non-débat parce que l'OM peut pas se le permettre. et surtout, tu dois pas Et choisir, concrètement, normalement. on peut se le permettre sur une phase calendaire des 2 semaines à venir.
Et encore une fois, tu ne dois pas choisir parce que logiquement, tu as la marge pour taper les 3. Tu as la marge pour taper les 3. Donc, je pense que tu faisais référence à Lille, Lyon-Saint-Gilloise et Bourg-en-Bresse derrière, c'est ça? Non, 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 Monaco, Bourg-en-Bresse, c'est Monaco, Monaco. pardon. Monaco. tout mon respect, Bourg-en-Bresse, mais Non, ouais, non, mais pour moi, normalement, tu dois avoir suffisamment de marge pour gagner ces matchs et arriver à sortir tes éléments clés en fin de match, si tu le peux. Si tu le peux. Mais encore une fois, si t'as construit un effectif pour avoir quand même les ressources pour aborder Lille, qui, oui, certes, c'est une très belle équipe de Ligue 1, comme je le disais, mais qui manque quand même de régularité sur un match. Et moi, je suis quand même convaincu que Genesio est un très bon manager avec ses joueurs, mais pas le plus grand tacticien, ni le mec le plus lucide en cours de match sur ses changements. Tu dois gagner demain. L'Union Saint-Gilloise, bah, c'est intéressant, mais tu dois les taper aussi. Et Monaco, je suis désolé, moi, je regarde Monaco depuis que Pocognoli est arrivé. C'est un mort-vivant, quoi, dans la pas production. grand-chose, hein. Bah, il n'y a pas À part le grand-chose. match contre Paris Bah qui si, est vraiment excellent. Mais en Paris, fait, c'est ça. C'est ouais, un mais même Paris, peu. moi, je les ai trouvés anormalement mauvais contre Monaco. Hein. Ils font des erreurs, c'était dingue. Non, Hein. Paris sont. Ouais, mais Ouais, Non, je parle de ils Paris, sont je parle de cramés. Paris. Ils sont cramés aussi. Paris sont mauvais, mais il y a toujours, tu vois, il y a toujours un bon quand il y a un mauvais, il y a toujours un bon. Et franchement, j'ai trouvé Monaco très bon. Alors après, est-ce qu'ils vont réussir à le Bah, reproduire plusieurs fois? souviens-toi sur le Mais- début de match au petit, tout le monde disait: «Oh, mais je sais pas comment Monaco va tenir, je sais pas comment Monaco va tenir». Mais en fait, moi, je me suis dit directement quand je me suis mis devant, je me suis dit: «Mais c'est un match qui est quand même assez étrange parce qu'il y a des erreurs techniques et de placement de tous les côtés». Tu regardais Paris sans ballon, les mecs ne se replaçaient pas comme d'habitude, donc je sais Ouais, pas si ouais, c'est non. physique ou mental. En fait, tu vois que D'accord. Monaco a saisi les brèches de Paris, mais Paris aurait pu en mettre 3-4 hein, sur les 20 premières minutes. Hein. Franchement, il y a eu des occasions, elles étaient énormes, hein, des situations du moins. Et le truc, c'est que derrière, Monaco gagne et ils l'ont pas volé, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quand même l'arbitrage aussi sur le match, ça il faut le dire quand même, ça a été quand même Ouais, assez ouais, ouais. énorme. Ouais. Donc voilà, Monaco a fait son match et ils ont pas à rougir entre guillemets des 3 points sur la performance Mmh. sportive. Mais Paris, moi je les trouve particulièrement au fond, hein, personnellement. Mais, Mais Marwan, je te garde là juste pour une question. Tu dis l'OM a la possibilité entre guillemets de faire 3 victoires ou se doit de faire 3 victoires sur les 3 prochains matchs. C'est lequel que tu redoutes le plus? Monaco, enfin, moi j'ai le plus envie de gagner, c'est demain contre Lille. Mais Pour des pour des raisons raisons numériques. pour des raisons personnelles. Non, plus sérieusement, moi c'est plutôt celui contre Monaco parce que si tu fais 2 bons résultats, je me demande dans quelle atmosphère tu vas aller jusqu'à Monaco. Et c'est toujours le troisième en fait avec Marseille, c'est ce qui est toujours le plus compliqué, c'est de confirmer. Parce que là, on voit que tu sors d'une séquence qui était plutôt positive avec un point d'orgue, le match contre Newcastle où on ressort tous ravis. Mais derrière, en fait, tu te fais surprendre face à Toulouse. Et derrière, si tu gagnes contre Lille et l'Union Saint-Gilloise, bah moi, Monaco, ça va être le match le plus compliqué des 3 parce que c'est là où tu devras confirmer ce que l'OM a rarement fait cette saison. Il y a eu des coups d'éclat excellents avec des victoires, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au moment où il fallait vraiment basculer définitivement dans le très positif, l'OM a eu du mal en tout cas à s'installer dans cette sphère-là. Et moi, c'est le match entre guillemets où je pense qu'il sera peut-être le plus difficile à aborder. Parce que là, contre Lille, tout le monde va être motivé après Toulouse. Contre l'Union Saint-Gilloise, on connaît tous l'enjeu. Et contre Monaco, derrière, tu vas entre guillemets avoir l'occasion de te reposer sur tes lauriers. Ou même moi, je me dis que si tu fais nul contre Monaco, c'est pas non plus catastrophique, mais je serais quand même déçu. Après, c'est au Vélodrome, c'est le seul match au Vélodrome pour le coup. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, c'est la passe de 3 qui est toujours compliquée. Je me rassure en me disant que c'est ta dernière au Vélodrome de l'année. On espère. T'auras envie, je pense, On espère. d'un feu d'artifice. ouais, Et globalement, mais vas-y, c'est, je te laisse finir. non, j'allais juste dire, dans mes souvenirs, tu vois, j'ai des souvenirs forts de Marseille et Monaco. L'an dernier, tu les renverses, c'est pas un très bon match, mais tu les renverses sur rien. Je me rappellerai forcément toujours de la saison avec Bielsa, le Marseille-Monaco incroyable, où pareil, là aussi, tu les renverses. Je sais pas, j'ai un bon a priori quand on reçoit Monaco, ça fait partie des adversaires de Ligue 1, Ouais, où j'ai pas de Ovel, peur particulière autant à au Vélodrome. on a Ah non, Louis II, c'est un enfer. Louis II, Louis II, c'est un enfer. beaucoup de Mais mauvais souvenirs, mais Ovel en général, ça se passe bien et comme tu dis, on a beaucoup de bons souvenirs. Et surtout, moi, là où j'ai envie d'être optimiste, c'est que Lille, on a une semaine de repos. L'Union Saint-Gilloise, certes, ça va être enchaîné après notre match contre Lille, mais eux, ils vont enchaîner. Je viens de regarder, ils vont jouer la Gantois ce week-end. Et Il joue demain, si, il joue samedi la Gantoise. ouais, ils jouent le lendemain de nous. Ils ont un jour de repos de moins. Et nous, on joue mardi ou mercredi en Ligue des Champions. mardi, Ok. Ils vont jouer Mardi. mardi. Et donc, ils vont jouer la Gantoise. Et si la réalité de se qualifier en Ligue des Champions directement est plus important pour l'Olympique de Marseille que de faire top 24, c'est, je crois, encore plus vrai pour l'Union Saint-Gilloise. Donc, j'ai bon espoir de jouer un Union Saint-Gilloise qui se sera, enfin, tu vois, qu'on va jouer à fond son match du week-end dans son championnat national.
Donc franchement, la passe de 3, elle est envisageable. Et si tu fais la passe de 3, honnêtement, ah bon, après, à part si on arrive à faire ce qu'on arrive à faire très souvent en Coupe de France, mais s'il y a passe de 3, il y aura sûrement passe de 4. Et s'il y a passe de 4, la phase aller, malgré les quelques accros et la quelques frustrations des points que tu te dis que tu méritais d'avoir ou que tu aurais pu avoir, la phase aller sera sensationnelle pour le coup. Donc, Parce que là pour une fois, je crois le 32e de finale de Coupe de France, c'est avant Noël, hein. C'est le Ouais, 20, 20 c'est ça, janvier, ouais, c'est ouais. le 20. 20 décembre, ouais, c'est ça, ouais. Donc tu conclus Le ton 20 année décembre, pardon. tu conclus ton année civile par c'était le cas par l'année le dernière, Bourbier Bourg-en-Bresse. il me semble. Ouais, Contre c'était Saint-Etienne. oui, Ouais. c'était ça, ouais. Contre C'est pour Saint-Etienne, ça, Pendant ouais. très c'était longtemps, en ça a été décembre, les ouais. premiers matchs de l'année, mais peut-être que depuis le Covid, ça a bougé. En fait, Depuis l'an tout dernier, ouais. souvenir, moi, c'est l'année dernière contre Saint-Etienne et la fois d'avant, je crois que c'était contre Canet-Rocheville avec Sympa. Sinon, après, ça a toujours été début janvier. Mais les deux fois où c'était le cas, c'est l'année dernière et sous Sympa, je crois. Mais Après, il y aussi a eu parce que 4 janvier, Marseille-Nantes, 8 janvier, PSG-Marseille, trophée des Ça champions. arrive vite, hein. On en parlera pendant la trêve. Et là, là pour ces 2 matchs-là, si je dis pas de bêtises, et même pour le match de Bourg-en-Bresse, bon, qui est peut-être que tu peux t'en passer pour Bourg-en-Bresse, on analysera Nantes et le PSG en temps voulu, mais tu n'auras pas tes joueurs qui seront partis à la CAN, qui pourraient partir. Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est pas Le 15. définitif, mais tout le monde négocie pour finir, voilà. Ça a été officialisé. je crois que Ça a été Mais officialisé. ça en prend le chemin. Ça a été officialisé, Max. 15 décembre. Ouais, je crois que là, Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais. Par la FIFA, ouais, je crois. Ok, et ben voilà, vous m'apprenez un truc, très bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un a un 11 pour demain? Oui. Un 11 qui sera pas bon, mais c'est un peu la tradition. moi j'en ai un. Au petit, on a un, je crois. Ah bah, vas-y au petit. Igor, Obama, Messon. Tu veux pas? Ah, tu le fais dans le sens inverse. Ouais, je le fais dans le sens Igor, Obama, Messon. En prenant en compte que Højbjerg sera pas là, je pense, parce que si t'es grippé à J-1, t'es grippé à jour J. Donc, Kondo, Nadir, Vermeeren au milieu. Et après, petite interrogation sur le choix derrière. Ça sera Emerson à Gerd, je pense. Et l'interrogation, c'est est-ce que Léo, si Léo est là, est-ce que c'est à la place de Pavard ou même à la place d'Ouéa? Mais je pense que ça sera Gerd, Léo et Ouéa derrière avec Emerson. Et Et Geronimo Pavard sur le banc. dans les cages. Pardon? Pavard sur le banc, du Ouais, coup. je pense Pavard sur le banc. Et est-ce qu'on n'assiste pas très lentement, mais sûrement, à un petit déclassement quand même ou à une non-obligation de toujours mettre Benjamin Pavard? On pouvait penser que ça serait le premier mec qui serait coché ou l'un des premiers quand il est arrivé. Là, je pense Et pas. j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours le cas. Non, je pense pas. Il a Alors- déjà été mis sur le banc une fois. Moi, j'attends justement de voir comment est-ce qu'il va réintégrer Balerdi dans le 11 ou pas. Bah justement, je suis entièrement d'accord avec la compo d'optique que j'aime beaucoup. Ma seule nuance, ce serait sur, pour moi, Pavard joue pour sûr. Balerdi, qui a eu une gêne au mollet, qui va traîner, Ah, il a ou encore? il doit encore revenir. Ok. Bah, il revient d'une blessure un peu pénible, donc j'ai l'impression qu'on prend un peu des pincettes avec lui. Et à Gerd, on sait qu'il a un temps de crédit, c'est l'époque des forfaits téléphones de l'époque, on a un temps de crédit limité sur Aguerd, donc il faut savoir est-ce qu'on veut l'utiliser pour Lille demain ou pour l'USG a priori mardi. Je pense pas qu'il joue contre Monaco à la veille du départ à la CAN, donc Pas de CJ pour vous, messieurs. pense que Pas de CJ pour vous, tiens. bah, je crois que CJ malheureusement. Mais d'ailleurs en vrai CJ c'est intéressant. Moi j'ai toujours défendu l'idée que c'est un joueur que tu as pris pour l'année prochaine plus que pour cette année, donc Ouais, mais il joue quand même peu. Moi, j'ai l'impression. Il joue très peu. Il joue de moins en moins. Vous- Après, bah, le problème, c'est qu'il a pas Pavard fait- joue il a pas fait- parfois dans l'axe il et a pas à fait feu de droite. tout bois là, mis CJ, donc Moi, il y a un truc, Ouais. un truc qui me frappe, c'est que ouais, il a pas été exceptionnel. Bon, il fait un match plutôt ok contre Atalanta. Je trouve Ouais, même il est bon, intéressant. l'Atalanta. Moi, je trouve que c'est le meilleur derrière. ouais, il fait un très bon match. Mais le truc, c'est que moi, quand je regarde des vidéos de lui dans la vie de groupe, j'ai l'impression que c'est pas la personnalité la plus expressive et que peut-être que ça doit jouer un peu comme un Jonathan Rowe qui, à mon avis, était. Enfin, les Anglais, ils sont quand même un peu tout ou rien. Ils ont quand même Ouais, du mal à il y a un petit s'exporter. Hein. gang là, des Anglais, non? Ouais, ils Il y a sont pas, il y a plus pas un nombreux petit qu'avant, gang hein. avec Angel Gomez, Mason Greenwood et CJ et Timothy Weah. Je crois que les quatre. ouais, j'ai mais l'impression, quand, sont à un mon peu comme tués avis, chemises. quand tu traînes avec Angel Gomez, t'es pas le mec le plus intégré dans le vestiaire. C'est pas des mecs très effusifs, quoi. Tu Non, mais vois. la force du groupe, quoi. Greenwood, Weah, Gomez et Isolé, CJ. quoi. Donc, Ouais, mais tu regardes même Greenwood, il a eu des problèmes dans la vie de groupe. Enfin, des problèmes, on s'entend.
Mais il y a eu quelques petites frictions, notamment avec Højbjerg sur certains moments où il a été aussi repris de volée par De Zerbi. Moi, je trouve que c'est un mec assez réservé, CJ, et je me demande si c'est pas un mec qui a envie de se battre, mais va pas forcément le montrer de la manière la plus expressive, de façon à faire changer un mec, de façon à faire changer David De Zerbi, tu vois. Je sais pas, moi je dirais l'inverse parce que quand il sort contre l'Atalanta, tu sens le mec qui se dit oh, mon ami déjà je joue jamais et là je sors. Mais je suis d'accord avec toi. Dans sa Mm. déclat, il a été en mode, j'ai faim, tu vois. Dans son. Ouais, En vrai, c'est le seul qui a eu un saut d'humeur depuis que j'analyse ça particulièrement avec des Zerbi, qui a eu un saut d'humeur avec des Zerbi. Hein. après il y a Bon, à part Koné, bien sûr, qui est. il y a le supplément incompréhension, tu vois. Il y a le supplément, mais gros, j'étais pas Mm. blessé. Qui t'a dit qui t'a dit ça? Donc c'est pas. J'ai une double question pour finir par rapport à ta compo, au petit. Obama, on continue de tirer sur la corde Obama Avec une semaine de repos dans les jambes, ouais, franchement, ouais. Et face Je à pense Lille en qu'il- plus, ouais. Face à Lille. et du coup, deuxième question, parce que l'ami Kondogbia, j'étais très heureux de le voir rentrer, mais je l'ai trouvé extrêmement lent, extrêmement. Il a l'air quand même de pas être en immense forme physique. Est-ce qu'il est prêt simplement à faire 80? Bon, on n'a pas la réponse, mais en fait, moi, je suis un peu inquiet sur. Je sais plus combien de temps il est rentré. Gros quart d'heure. là, Trop longtemps. Mais Sûr, il y a Lille, il y a Nice, il y a. Bon, après toi, Younes, tu vas pas trouver. Bon, mais j'ai eu l'impression vraiment qu'il était dépassé physiquement et que qu'il nous traînait quand même une énorme charrette. Peut-être qu'avec une semaine de plus de récup, c'est beaucoup mieux, mais est-ce que c'est travail, il a pas pas plus que de la récup dans Et il a pas joué beaucoup contre Toulouse en plus, donc à mon avis demain il fait 90. Ouais, Et tu prends Bacola et tu prends Bacola dans le groupe demain à mon avis, tu vois. Donc tu auras l'occasion de faire tourner en cours de match si jamais le scénario t'est favorable, à mon avis. donc aucune inquiétude par rapport à Bah, Kondogbia. Højbjerg il est pas là en fait, tu vois. Le truc c'est que t'as Ouais, beaucoup c'est moins le ça, loisir tu vois. Et T'es moi, obligé de mettre un taulier. je suis plutôt Ouais. confiant sur Kondo, surtout si tu vois avec Vermeeren et Nadir, c'est le bon pendant entre le mec qui bouge pas trop derrière mais qui met le pied sur le ballon et les deux petits feux follets. C'est pour ça que j'ai mis ta composition, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va mettre Kondogbia, de toute façon, il va falloir prévoir une part de plus à répartir avec les deux qui seront à côté de lui, et Nadir Vermieren, c'est des bons candidats pour avaler Et ça. j'ai une petite question pour vous, Max. J'ai envie de t'entendre là-dessus, Vas-y. Max. Est-ce que tu penses pas aussi que De Zerbi est pas capable de changer de structure demain parce qu'il a quand même concédé que parfois c'est mieux avec deux attaquants devant et de faire démarrer Vaz et Aubameyang? Pas dans cette configuration, je pense, parce que Lille, c'est une équipe qui va quand même relativement ouvrir le jeu. Tu vas pas être dans la configuration bloc bas sur laquelle tu t'es un peu cassé les dents, comme Newcastle ou Toulouse. Honnêtement, je trouve la question très bonne. Je pense pas que demain soit le moment pour le coup. Ouais. Après, pour le coup, autant en Ligue Europa, Lille met régulièrement beaucoup de buts, etc. Autant je les ai trouvés moins dominateurs contre le PFC et contre Angers, qui sont pourtant 2 victoires à domicile sur leurs 2 derniers matchs. Non, il y aura pas de bus. J'ai trouvé qu'ils concédaient beaucoup. Non, il y aura pas de bus. Moi, je sais pas, Genesio, mais je trouve c'est qu'il une est capable de équipe mettre le bus. Hein. Non, domicile, ils peuvent non, pas je pense faire ça, pas. C'est pas dans leur ADN. Je pense pas. J'ai déjà vu Tu peux mettre le pas bus, ça, mettre perso. le but quand t'es Lille à domicile. C'est toute la difficulté d'être face à un coach aussi surprenant que Pep Genesio, aussi présent dans les grands rendez-vous. C'est que tu peux jamais trop savoir ce qui va t'arriver. Et autant quand t'es le PFC et que tu vas à Lille, tu sais plus ou moins ce qui t'attend. Autant je pense que quand t'es l'OM et que tu joues Genesio en face. C'est pour ça que pour répondre à Marwan, pour le coup, dans la mesure où tu as un adversaire qui est un peu plus imprévisible que les autres qu'on a cités comme Toulouse et Newcastle, je pense que tu dois plus te focaliser sur toi et le dispositif que tu maîtrises et sur lequel tu as le plus de certitude a priori, plutôt que d'essayer de trouver une réponse, parce que le passage à 2 attaquants, ça c'est pas. Est-ce que De Zerbi n'est pas surprenant? Après, juste, si je me ramène dans mes souvenirs, et peut-être je dis une bêtise, mais si c'est ça, corrigez-moi. Mais tactiquement, à Lille l'an dernier, si on exclut la bêtise de Rouly, De Zerbi met une danse à Genesio. Ah, c'est l'un des meilleurs matchs de De Zerbi à l'OM, c'est sûr. Ouais, là-bas, ouais. Franchement, les trois matchs contre Lille, c'est l'équipe contre laquelle on a le mieux joué sur la saison, je trouve. Moi, j'entends ce que vous dites, les amis, mais on est quand même coaché par l'homme qui a lancé Daryl Bacola face à Newcastle.
Vous voyez ce que je veux Tu dire? veux dire qu'on est peut-être pas à l'abri Ouais. d'une Du coup, petite forfanterie tactique? Dans le Ouais. choix d'homme, on peut avoir une surprise. Dans le choix du système, ouais, je sais pas. À En voir. vrai de vrai, il y a un monde où il y a un monde où il y a Daryl. Hein. En vrai de vrai, ouais. Intéressant. Il y a un monde. Et par contre, le trio devant, enfin, ou à minima les deux alliés, Il y a pas le choix. on Il y a on pas le choix. continue avec Il y a pas le choix. Il y a pas le choix et tant par mieux. défaut. Tant mieux parce que c'est nos plans A à chaque poste. Donc tant mieux, mais on n'a pas le choix. Tu retentes pas Wea plus haut, par exemple. Pas face à Après, Lille. ouais, il y a un monde Pas où il y a face à Wea Lille. plus haut et tu mets pas. Mais t'as Murillo qui revient en fait. Ça, Ah, avec ouais, Greenwood faut dans avoir, l'axe, ouais. tu veux dire, Et- Opti? Avec Greenwood ensuite dans l'axe, si tu Non, mets non. ouais, à droite? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Non, moi j'avais le monde où Peshao va s'asseoir sur le banc. Hein. Ouais, voilà, moi aussi. Et avec Wea à Mais gauche, tu peux avoir. Ouais, à gauche, ouais. Wea à Ah, gauche ouais, et à Pavard gauche. derrière, tu vois. Ok, En ouais, vrai, je ouais, l'ai ouais. pensé, mais c'est pas impensable. Verdict Quoi demain. qu'il en soit. Petit prono, messieurs. Et promis, alors je dis ça toutes les semaines, donc je vais arrêter de le promettre, mais on fera un point classement quand même à un moment Ah, mais on donné. fera un bilan à mi-saison. Pas la peine d'en Voilà, faire. on fera un toutes les bilan à semaines, Noël. hein. Exactement. Je On fera un bilan à te Noël. sauve, Max. Ah ouais, mais merci, parce que sinon je devais me retaper les 12 émissions. Prono pour demain? Ou non, on fait un double prono. Prono demain et prono Saint-Gilloise. Et USG, ouais. Prono demain, 3-1 pour l'OM. Prono Saint-Gilloise, 2-0 pour l'OM. Je copie. Déjà, je voulais faire un petit mea culpa en 2 secondes. Max, la semaine dernière, on s'est beaucoup moqué de toi sur le fait que tu redoutais les séries un peu trop belles comme celle de Toulouse qui est un adversaire enfin, assez facile pour Marseille. On a fait beaucoup d'humour, mais l'expérience gagne toujours sur la jeunesse et t'avais raison de craindre un faux pas. Et je me suis mordu les langues Je d'avoir le prends pronostiqué personnellement, l'expérience, ça veut un vraiment 5. dire c'est vraiment un vieux con. Mais vas-y, je le prends pour Non, moi. ouais, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On a Je sensiblement suis le le même plus âge, mais vieux, etc. Non, mais pas oui. du tout. Non. Bah, en fait, Mais j'ai un peu serré le point, mais je me suis dit, je les avais prévenus. Mais ça me fait mal. ces tu petits vois. cons. Non, et du coup, je me suis mordu la langue d'avoir pronostiqué 5-1 parce que je pensais que l'OM allait tout donner avant les 2 jours de repos. Ça n'a pas été le cas. Pour faire court, demain, victoire 1-3 et victoire 1-3 mardi également contre l'USG. Moi, j'avais 1-1 et 0-2, pour être très honnête. Voilà. C'est toujours, de toute façon, personne s'attendait Ouais, à ce pas que je prendre gagne 6 points, oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc, on se retrouve quand? Jeudi prochain, du coup, pour le prochain? Logiquement, Ça ouais. sortira, Logiquement, ou c'est ça. mercredi, peut-être On fait même. mardi en vrai, si donc le on peut match est faire mardi. mercredi. Hein. Ouais. Eh ben, Mercredi soir. on partira sans doute sur un épisode 14 que vous retrouverez mercredi 11 sur toutes vos plateformes préférées. Merci, messieurs. Merci à Merci toi à vous. et merci à vous. Et puis Merci à la à semaine tous. prochaine.